Bonsoir à toutes et tous d'être venus ici si nombreux ce soir pour ce rendez-vous consacré aux lanceurs d'alerte. Alors c'est un deuxième rendez-vous puisqu'on avait déjà reçu Flore Talamon à la médiathèque de l'Horloge, c'était le 4 octobre dernier, dans le cadre des rendez-vous de 12h30. Donc vous revenez ce soir voilà, pour parler de cette bande dessinée, donc lanceurs d'alerte, qui pourrait s'intituler en fait lanceurs d'alerte mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on va parler de ce soir à travers les 9 cas que vous évoquez, les 9 cas de lanceurs d'alerte, pardon, que vous évoquez dans votre bande dessinée, qui sont des profils très différents, qui sont voilà, où vous expliquez finalement comment faire quand on pense avoir affaire à une alerte et à quelles conditions on peut lancer une alerte, etc. Donc c'est tout ce qu'on va évoquer ce soir. Et puis on a le plaisir également d'accueillir Marine Martin. Donc vous êtes maman de 2 enfants qui sont atteints de fœtopathie. Le lien a été établi avec un médicament que vous avez pris durant vos grossesses, qui s'appelle la Dépakine, donc qui est commercialisé par Sanofi depuis 1967. C'est ça. Et voilà, donc on parlera effectivement de tout ce combat contre Sanofi, qui a duré, je crois, 12 ans. Vous avez eu des bonnes... Qui dure encore. Qui dure encore, c'est ça. Donc vous avez eu des bonnes nouvelles récemment, mais voilà, il y a encore... C'est jamais fini avec eux. C'est ça exactement. Je vous précise donc que la rencontre est filmée. Par contre, tout est filmé de dos, donc vous n'apparaîtrez pas. Il n'y a pas de problème, y compris pendant la séquence de questions-réponses à la fin. Voilà, donc bonne rencontre, et puis voilà. Je vous laisse la parole. Merci à la médiathèque de Cergy de nous donner la parole et m'avoir invité une deuxième fois. Alors, je voudrais revenir sur les invités de ce soir. L'idée, c'était qu'il y ait une table ronde avec 2 lanceurs d'alerte, Marine Martin et Amar Ben Mohamed, qui est un des lanceurs d'alerte que j'ai interviewé pour la bande dessinée. Malheureusement, Amar nous a prévenu ce matin qu'il avait le Covid et qu'il n'était pas en état de venir ce soir. Donc, je n'ai pas trop insisté pour qu'ils viennent. Mais c'est dommage parce que, je retraduirai son cas et j'expliquerai voilà, pourquoi son cas est intéressant. Marine est quelqu'un qui fait partie de la société civile et qui a donc fait une alerte en tant que citoyenne et victime d'un problème grave de santé en plus. Et Amar, lui, a fait une alerte qu'on dit interne, puisqu'il avait dénoncé des faits de racisme et de maltraitance au sein de la police, donc au sein d'une organisation. Donc c'est intéressant d'avoir en tête que ces 2 personnes venaient compléter un point de vue, celui des alertes externes et celui des alertes internes, qui n'est pas du tout traité de la même manière par la loi, enfin pas traité exactement de la même manière par la loi. Est-ce que Marine, tu veux dire un petit mot de bonjour ? Bonjour, et tout d'abord merci à la médiathèque de Cergy de m'accueillir. Je suis très flattée et très honorée. Voilà, j'ai fait quelques kilomètres pour venir vous voir, mais je suis ravie d'être parmi vous. Marine vient de Perpignan. Voilà, c'est un petit peu plus au sud. Voilà, et un peu plus de soleil que... J'osais pas le dire, mais bon. Bon, eh bien, sur ces présentations, ce que je propose, c'est de faire une espèce d'introduction sur cette bande dessinée, ses raisons d'être, pourquoi je me suis lancée en tant que scénariste de bande dessinée dans ce projet, alors que je ne suis ni juriste, ni journaliste, finalement que je n'avais aucune des qualités prérequises pour faire un pareil projet. En fait, je pense que premièrement, comme beaucoup d'entre vous, il y a quelques années, surtout, un peu moins maintenant, depuis que des lois existent, mais on a vu des cas de personnes qui nous semblaient avoir des discours extrêmement intéressants pour la société, comme par exemple Irène Frachon sur l'affaire du Mediator, ou bien Antoine Deltour et un autre lanceur d'alerte sur les LuxLeaks, qui sont un scandale d'arrangements fiscaux au Luxembourg entre des entreprises et l'État, de manière qui avait échappé aux citoyens. Donc on avait comme ça des gens qui avançaient des informations vraiment très utiles pour la société et qui se retrouvaient accusés devant les tribunaux pour diffamation ou pour d'autres motifs, vol de données. Bon. Donc moi, ça me frappait pas mal de voir que les personnes qui
qui s'intéressaient à ces questions difficiles se retrouvaient poursuivis et parfois, dans certains cas, on y reviendra, ils se retrouvaient littéralement sur la paille, c'est-à-dire qu'à l'issue du processus d'alerte, ils se retrouvaient sans travail et donc souvent sans famille, sans amis. Et voilà, j'arrête le portrait qui va faire Dickens après, mais c'est pourtant bien vrai. Donc, l'actualité, évidemment, me frappait. Et puis, dans mon parcours, personnellement, je suis donc scénariste de bande dessinée après avoir été autrice de romans pour la jeunesse, mais aussi après avoir été salariée de diverses entreprises, des entreprises de toute taille, des très grandes entreprises comme Pernod Ricard, des entreprises de conseil, des entreprises diverses et variées. Et il se trouve qu'en tant que salariée, j'ai eu affaire à cette situation de voir un cas qui ressemblait beaucoup à du harcèlement, enfin en tout cas d'avoir entendu parler d'un cas de harcèlement dans l'entreprise, d'avoir su que des salariés avaient été se présenter à l'inspection du travail et que l'inspection du travail avait dit qu'ils ne feraient rien vis-à-vis de cette entreprise. Et j'ai ressenti, je pense, ce phénomène que ressentent les lanceurs d'alerte qui sont décrits dans cette bande dessinée, c'est-à-dire une espèce de colère de l'impuissance, de l'injustice et du fait que, oui, il existe des lois contre le harcèlement moral dans l'entreprise et que l'administration chargée de la faire exécuter ne le faisait pas parce que les personnes qui dirigeaient cette entreprise étaient un peu inattaquables. Donc j'ai vécu de manière assez émotionnelle, moi aussi, ces choses-là. Et je pense que dans la rédaction d'une bande dessinée qui m'a demandé beaucoup d'efforts comme celle-là et qui semblait un peu inatteignable, les émotions, c'était vraiment très important. Je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu conscience de cette espèce d'injustice. Donc, voilà, d'avoir été salarié, c'est important et ça permettra aussi d'expliquer un peu ce qu'a vécu Amar en tant que salarié d'une entreprise. Alors, une autre des raisons pour lesquelles c'était intéressant de faire une bande dessinée, c'est que la loi évolue beaucoup. La loi française suit la législation européenne et suite à une directive, la première loi, la loi Sapin II, qui était là pour déjà protéger les lanceurs d'alerte, a été améliorée en 2022, donc il y a 1 an et demi, par une loi dite Wasserman, une loi qui est beaucoup plus protectrice des lanceurs d'alerte. Alors, on n'est pas là pour faire un topo juridique, très clairement. Mais je vais vous montrer peut-être une slide pour vous expliquer très brièvement quand même ce que prévoit la loi. Parce qu'en fait, la première chose, c'est pour obtenir la protection de lanceur d'alerte, il faut pouvoir être reconnu comme un lanceur d'alerte. Et deuxièmement, suivre les procédures prévues par la loi. Première chose, c'est la notion d'intérêt général dans une alerte est essentielle. L'alerte doit être faite par une personne physique, c'est-à-dire que ne peut pas être lanceur d'alerte une association, par exemple. L'auteur du signalement ne doit tirer aucune contrepartie financière de cette alerte. C'est évidemment l'idée qu'une entreprise ne paye pas un salarié de l'entreprise concurrente pour créer le bazar, etc. Quand on tire un intérêt personnel et financier d'une alerte, ça veut dire qu'on est, dans la loi française, un délateur et non pas un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte doit être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il doit considérer que les faits qu'il rapporte sont vrais. C'est important, ça veut dire qu'il peut se tromper, que la justice, même si à la fin le cas arrive dans les tribunaux, il s'avère que la personne qui a fait le signalement se trompait et que ce n'était pas grave ou que l'entreprise n'était pas en cause, s'il était de bonne foi, il n'était pas là pour nuire à l'entreprise, c'est bon. Et enfin, par exemple, dans une alerte externe, donc en tant que citoyen, si vous voulez être considéré comme lanceur d'alerte, il faut que vous ayez eu connaissance des faits personnellement. Alors, Marine, on peut dire que tu as eu connaissance des faits personnellement. C'est l'enchaînement. C'est un commentaire si tu veux. Oui, tout à fait. Je suis concernée par le problème que j'ai dénoncé. En revanche, dans l'entreprise, on peut rapporter des faits dont on a eu connaissance par quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin de l'avoir vu ou connu soi-même. Alors, ce qui est important, une fois qu'on sait qu'on répond à la définition des lanceurs d'alerte, et là je dirais que franchement, s'il y a une chose que je répéterai 2 ou 3 fois mais qu'il ne faut jamais oublier, c'est que cette loi est tellement complexe,
c'est parce que cette loi est complexe que les gens se retrouvent dans les tribunaux, c'est que c'est difficile de connaître tous les détails et qu'il faut voir des avocats. À la fin de la BD, il y a des adresses de services juridiques gratuits, d'avocats pro bono, de la maison des lanceurs d'alerte, bien sûr, dont Marine fait partie et dont on reparlera. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que ce que je vous dis sont des généralités, mais que la loi est extrêmement précise et qu'il faut toujours prendre l'avis d'un spécialiste. Donc la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que si vous êtes dans une entreprise et que vous avez vu quelque chose qui vous semble contraire à la loi ou une menace à l'intérêt général, le niveau de signalement normal, c'est votre hiérarchie. Bien sûr, la hiérarchie, il n'y a pas de problème en général quand la hiérarchie reconnaît les mêmes choses que les salariés. Donc, auparavant, dans la loi Sapin, cette étape était indispensable et obligatoire, ce qui fait que les gens n'étaient jamais lanceurs d'alerte parce qu'ils ne prévenaient pas leur hiérarchie, puisque c'était souvent leur hiérarchie qui bloquait et qui causait problème. Donc, maintenant, avec la loi Wasserman, on peut dire que cette alerte à la hiérarchie, elle n'est plus indispensable. On peut s'en passer, ce qui est une grande avancée. Je vous signale aussi que si vous n'en avez pas connaissance, depuis ces lois Sapin, toutes les entreprises de plus de 500 salariés, mais aussi à partir de 50, ils ont aussi des obligations, doivent avoir des canaux de signalement internes. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un fil rouge où on doit pouvoir déposer de manière anonyme des informations. Donc, en gros, aujourd'hui, si en tant que même citoyen ou salarié d'une organisation ou fonctionnaire, si vous voyez quelque chose, le bon niveau de signalement, c'est ce qu'on appelle les autorités externes. Alors, par exemple, pour de la corruption, ce serait l'Agence française anticorruption, ça peut être des ordres médicaux, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, ça peut être la justice tout court, ça peut être l'agence du médicament, je pense dans l'agence de santé. Donc, en fonction du problème, on est censé écrire à ces autorités externes. Et aujourd'hui, un des grands progrès de la dernière loi, c'est qu'elles ont des délais pour répondre. C'est-à-dire que c'est entre 3 et 6 mois en fonction des cas, mais on n'en voit plus. Avant, les gens envoyaient éventuellement des courriers pour dénoncer quelque chose, mais ils n'avaient jamais de nouvelles. Maintenant, la loi prévoit qu'ils ont une obligation de réponse. Donc, finalement, le dernier niveau, celui qu'on connaît tous, parce que c'est quand le scandale éclate dans les médias, ça s'appelle l'alerte médiatique ou l'alerte publique. Celle-là, elle est très encadrée par la loi, parce qu'au fond, la loi essaie de protéger l'image des organisations et des gens. Et c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des scandales, mais en fait, il n'y en a pas. Il y a quand même des erreurs de jugement. Donc, on ne peut alerter de manière publique, on a le droit de le faire, que s'il y a un danger grave et imminent, par exemple, dans une entreprise, ou grave et manifeste si on est en alerte externe. Voilà. De toute façon, on reviendra là-dessus. Faire une alerte dans les médias, c'est dangereux pour soi-même en tant que personne, parce que on devient, en général, de toute façon, si on attaque quelqu'un dans les médias, cette personne va immédiatement répondre et elle va prendre tous les moyens à sa disposition pour vous faire dire le contraire ou pour vous assommer. Et dans ce cas-là, ça va mal se passer. Donc on verra que l'alerte médiatique, ça se fait dans certaines conditions, c'est un des usages. L'alerte médiatique, au fond, et après j'en aurai fini avec ce petit topo, c'est ce que vous pouvez faire, vous, de manière comment dire, je reprends mes termes, c'est pas une alerte médiatique, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez écrire, enfin chacun de nous peut écrire à un journaliste pour témoigner de faits dont il a eu connaissance. Ça, en fait, moi j'ai 10 lanceurs d'alerte sur la BD, il y en a quelques-uns, il y en a quand même un certain nombre qui sont connus en France, mais au fond, les alertes qu'on a dans les journaux, dans la presse, dans la télévision, sont faites de gens comme vous et moi, mais qui ont écrit directement à des journalistes, soit en gardant un anonymat complet, en donnant jamais leur nom, soit en donnant leur nom, mais le journaliste a fait bien attention à ne pas révéler, il a droit à la protection des sources, donc il a protégé votre nom. Cela dit,
c'est très dangereux parce que souvent, on ne se rend pas compte que la situation qui est décrite par l'article peut vous donner votre identité parce que vous étiez la seule personne, en gros, qui pouvait être là à ce moment-là, ce qui est arrivé à des lanceurs d'alerte, ou parfois parce que les pièces qui sont utilisées dans des documents comportent des éléments distinctifs. Bref, on peut tous faire ça, c'est-à-dire se dire non, je ne vais pas laisser faire, je vais prévenir. Mediapart, il y a des plateformes, c'est pareil, c'est dans la fin de la BD, il y a des plateformes de lanceurs d'alerte sur la plupart des sites des journaux. Et c'est très important d'utiliser des journalistes qui ont droit à la protection des sources et qui ont des plateformes sécurisées. Et pour le manuel du parfait lanceur d'alerte, savoir qu'il faut utiliser des messageries cryptées, envoyer des mails plutôt de cybercafé, ça existe encore, et ne pas utiliser son téléphone, ou en tout cas utiliser Telegram, si ça existe encore, ou Signal, des messageries cryptées. Voilà. Donc, voilà les principaux éléments de cette loi qui existent. Et pourquoi, au fond, moi j'ai voulu faire cette bande dessinée, c'est que parfois on a l'impression que c'est injuste, enfin c'est souvent, il y a beaucoup d'injustices, et qu'on est démuni devant ces injustices. Voilà, c'est pas facile, mais ça existe, et on verra ce soir qu'il y a des résultats. Toutes les alertes que j'ai traitées présentent des résultats. Et même si le titre, c'est l'envers du décor, donc de toute façon, je pense que beaucoup de gens ont conscience que ce n'est pas une sinécure que d'essayer d'attaquer quelqu'un pour des faits qui menacent l'intérêt général, mais c'est souvent un problème. Je vais bientôt m'arrêter. Je vais plutôt me revenir sur et passer la parole à Marine, parce que je vois que déjà je suis en train de... Non, ça va, tu as respecté ton temps. C'est bon. Est-ce qu'il ne faut pas que je perde non plus le public. Juste avant d'introduire Marine, d'ailleurs, je pense qu'on peut savoir gré, je ne l'ai pas encore nommé, mais honte sur moi, un scénariste n'est rien sans un dessinateur, du moins quand le scénariste ne dessine pas. Donc Bruno Lotte est la personne qui a dessiné cette BD et qui a dessiné toutes ces personnes de manière assez ressemblante. Oui, c'est très particulier quand même de se voir dessiner en dessin, mais c'est très spécial. Voilà, il ne faut pas y mettre trop d'affect, parce que c'est quand même, il s'est colleté avec quelque chose de pas simple. Les personnes qui regardent et qui ensuite ne sont pas contentes éventuellement. En tout cas, donc 10 personnes, 10 personnes qui sont que j'ai choisi parce que c'était des citoyens comme vous et moi qui avaient fait face à des situations qui avaient nécessité une alerte, en essayant d'avoir... En fait, j'ai voulu faire un panorama de l'alerte en France, c'est-à-dire de prendre des gens qui avaient vraiment des sujets sur des thèmes très différents. Donc, Karim Ben Ali, qui a beaucoup été vu à un moment donné, parce que c'est un chauffeur routier qui est considéré comme le premier lanceur d'alerte du monde ouvrier. Il a dénoncé ce que finalement ArcelorMittal à Florange faisait faire, c'est-à-dire déverser de l'eau chargée d'acide dans une forêt, certes une forêt destinée à des déchets d'usines sidérurgiques, mais une forêt. Donc c'est Karim. Ensuite, Marie-Lys et Valérie ont fait une alerte externe. Ce sont 2 personnes qui ont perdu des proches dans le Bordelais, des proches qui travaillaient dans la vigne et qui sont morts de cancers qui sont aujourd'hui reconnus comme des cancers provoqués, qui font partie des cancers reconnus par, comment s'appelle cet organisme en tout cas par les administrations comme liés au travail. Raymond Avrier qui avait fait entre guillemets tomber Alain Carignon, c'est une vieille histoire que j'ai voulu avoir pour la corruption municipale. Je la détaille dans la BD. C'est la seule qui soit vraiment datée, mais c'est le seul maire qui a fait de la prison pour un acte de corruption qui est très caractérisé. Donc c'était intéressant. Amar, qui devait être là, qui est officier de police judiciaire, brigadier chef au tribunal de Paris, dans le dépôt, et qui a signalé des faits de racisme et maltraitance. Elliot, qui n'est pas sous son vrai nom, qui a dénoncé des failles de sécurité dans une société de logiciels
de santé, donc des failles de sécurité qui menaçaient nos données personnelles. Il l'a fait complètement anonymement. C'est une alerte médiatique, mais complètement anonyme. Il a bénéficié de la protection de la loi, d'ailleurs. Philippe, qui est éducateur spécialisé dans une association du Nord, une grosse association de 300 personnes, Philippe Toulouse, qui a dénoncé un détournement de fonds publics et un abus de confiance des dirigeants de l'association il y a une dizaine d'années. Et la justice avance. Mauricio Pereira, qui était dans un abattoir, qui travaillait dans un abattoir, qui a dénoncé de la maltraitance animale et aussi une infraction à un règlement européen interdisant de transporter des vaches dans le dernier trimestre de gestation. Et Maxime Rianiaï, qui a vraiment un cas très intéressant, qui a été agent pour la DGSE et qui a informé la DGSE de cas de ce qu'il considère comme du blanchiment et de l'évasion fiscale en travaillant dans un gros avocat de Jersey. Voilà, donc vraiment, j'ai voulu couvrir beaucoup de cas. Marine, bien sûr, c'est celle qui va se présenter, mais Marine qui représente donc un problème de santé personnelle et publique, je ne sais pas comment dire plus clair. Voilà, donc Marine. Ok, donc bonjour à tous, je suis Marine Martin, celle qui a révélé le scandale de la dépakine. Donc je suis une femme épileptique qui a pris ce médicament, qui prenait ce médicament depuis mes 6 ans pour soigner mon épilepsie. Et effectivement, j'ai eu 2 enfants pendant mes grossesses. Je continuais à prendre mon antiépileptique parce que sans ce médicament-là, moi je meurs. Donc c'était pas question de l'arrêter. Par contre, j'ai posé la question à mes médecins, est-ce que c'est dangereux pour l'enfant à naître? Et tous m'ont répondu la même chose. Non, il n'y a pas de souci. Il y a une malformation de la colonne vertébrale, mais prenez de la vitamine et tout ira bien. Donc j'ai suivi les conseils de mes médecins et en 1999, j'ai eu ma fille Salomé, puis en 2002, mon fils Nathan. Et c'est vrai que ma fille, quand elle est née, je l'ai trouvée un petit peu bizarre. Elle ressemblait à personne dans la famille. Elle avait un peu une typologie asiatique, des yeux un peu écartés, un nez épaté, une lèvre supérieure fine, un front large. Mais bon, on ne sait jamais ce que font les grands-parents. Hein. Voilà. Donc, il y a peut-être des hérédités. Mais quand mon fils est né, par contre, il est né avec une malformation de la verge, qu'on appelle un hypospadias. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans la presse locale, j'habitais Montpellier, j'avais vu des articles de presse qui parlaient des fils d'agriculteurs nés avec ces malformations-là suite à l'exposition aux pesticides. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas fille d'agriculteur. Mais j'ai gardé l'article de presse. Et par la suite, mon fils, à l'âge de parler, il ne parlait pas. À l'âge de marcher, il ne marchait pas. Donc j'ai rapidement compris qu'il y avait des troubles autistiques, au-delà des malformations qui ont été opérées, etc. Et en fait, c'était à peu près dans les années 2008-2009. Je regardais une série à la télévision qui s'appelle Dr House, qui parlait de diagnostic différentiel. Il mettait ça sur un paperboard et tout. Et je me suis dit, c'est quand même trop de malchance pour être honnête. Et c'est là que... en fait, je vais repenser au fils d'agriculteur et donc je me dis tous les jours je sniffe pas des pesticides, par contre tous les jours je prends un médicament. Et en 2009, il existait enfin Google et je vais marquer dans Google médicaments dangereux pour la grossesse et je vais tomber sur le site du CRAT. Alors je connaissais pas, Centre de recherche des agents tératogènes. Donc déjà on découvre que le mot tératogène veut dire faire des enfants monstrueux. Donc déjà c'est un peu choquant. Et je vais me rendre compte que le médicament le plus dangereux, c'est l'antiacnéique, le Roaccutane, et le deuxième, c'est la dépakine, celui que je prends tous les jours pour soigner mon épilepsie. Et donc là, je vais m'effondrer, je vais pleurer seule devant mon ordinateur, et je vais comprendre qu'en fait, tout le monde savait, et que ce n'était pas marqué dans la notice à destination des patientes. Donc après le choc de la découverte... il va s'écouler un petit peu de temps quand même parce que le temps de réaliser, de dire non c'est pas possible, ils m'ont menti, ils m'ont trompé, je vais décider d'alerter parce qu'effectivement un jour, je suis pas une adepte des bonnes résolutions, mais le 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 j'ai fait un cauchemar. La nuit j'ai rêvé que j'assistais à un viol dans le métro et que je bougeais pas. Et je me suis réveillée en me disant, mais tous les jours, des enfants vont naître sous dépakine, et si tu ne fais rien, si tu ne le dis pas, ça va continuer.
Et là, j'ai réveillé mon mari en lui disant c'est compliqué de fonder une association. Il m'a dit bah non, faut être 3 et tout ça. Et je dis tu veux bien être le comptable parce qu'il est déjà le comptable à la maison. Et voilà, et je vais effectivement fonder l'association sur le modèle d'ailleurs de mes homologues parce que je vais découvrir quand ce scandale il est mondial. Il va y avoir des familles touchées en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse. Et donc, je vais essayer de rendre un truc prononçable. Prononçable, mais aussi pourquoi et je vais choisir de manière délibérée de ne pas utiliser le mot dépakine. Parce que je savais très bien que si je créais une association et que je l'appelais par exemple les victimes de la dépakine, alors déjà c'était hors de question que je l'appelle le pauvre petit Nathan, je trouve ça gnangnan et idiot. Donc en fait, il ne fallait surtout pas qu'il y ait dépakine. Donc je me suis calquée sur le modèle de mes homologues anglaises, c'était l'Organisation of Anticonvulsivant Syndrome. Et donc, je vais l'appeler l'APESAC, l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, qui sont les médicaments contre les convulsions en cas d'épilepsie. Et c'est comme ça que je vais créer l'APESAC. Parce que, effectivement, moi, on arrive rapidement à 2011, c'est l'année où j'ai créé l'association, et je vais voir une fameuse Irène Frachon, docteur Frachon à la télévision, et je vais me dire waouh, cette femme, elle est fantastique. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je médiatise le scandale. Mais moi, je ne suis pas une docteure, donc je ne vais pas être entendue des médias. Il faut que je représente des patients, d'où la création de l'association et le fait d'être représentant d'usagers, en fait. Marine, avant, on est encore sur les faits. Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'on a appris au fur et à mesure sur la dépakine ? Alors, en fait, je vais m'apercevoir, donc, quand je vais découvrir ce que cause la dépakine, en fait, les gens, généralement, savent ce que c'est les fétopathies à l'alcool. Vous savez que quand on boit de l'alcool pendant la grossesse, ça donne des malformations et souvent des atteintes, des retards mentaux, etc. Eh bien, la dépakine, qui est en fait qui évite les convulsions, les décharges électriques dans le cerveau, elle atteigne aussi le cerveau du bébé en développement et donc elle va créer des troubles neurologiques, notamment de l'autisme, des troubles dyspraxie, dyslexie, etc., des malformations, donc du sexe urogénital, mais aussi des malformations du cœur, du rein, un visage particulier aussi, un faciès, ce qu'on appelle dépakine aujourd'hui. Voilà, et donc je vais m'apercevoir que les malformations, elles étaient connues dès le départ, puisqu'en fait, ils avaient fait des tests sur l'animal. On ne fait jamais de tests sur l'être humain, sur la femme enceinte. On regarde, mais sur l'animal, ils avaient déjà vu toutes ces malformations-là dès les années 67, quand il a été mis sur le marché. Puis par la suite, les premiers cas d'autisme, de troubles 10, ils vont être constatés dans les années 80. 84 à peu près, les premières publications scientifiques. Donc au fur et à mesure que je vais chercher sur Internet, je vais accéder à cette littérature qui certes est en anglais, parce que toute la littérature scientifique est en anglais, mais bon, je me débrouillais plus ou moins, et donc je vais trouver tout un tas de renseignements qui vont me démontrer que c'était connu, et que les pourcentages de victimes sont énormes. C'est-à-dire qu'en gros, on ne se remet pas indemne d'une exposition à la dépakine. Voilà. On est plus ou moins touché. Ma fille est moins touchée, mais je mettrai du temps à accepter de reconnaître qu'elle aussi, elle a des troubles plus légers, mais elle a des troubles. Est-ce que tu peux donner un exemple, parce que moi ça m'avait frappé dans la vie quotidienne pour un de tes enfants, ce que ça peut représenter comme difficulté ou voilà, une situation qu'on ne peut pas imaginer en tant que parent d'enfants sans problème ? Je sais pas, moi mon fils il a jamais dit maman. Voilà, il parlait pas, il faisait la première fois qu'il a dit une phrase, c'était pas ta fixe, ça fixe et ça refixe. Voilà, c'était une publicité qu'il avait entendue à la télévision, ça a été la première phrase que j'ai entendue de sa bouche. Et ça, parce que en fait, il était c'est des écolalis, il répétait des choses, donc voilà. Ça a été très long pour qu'il arrive à marcher, il a fallu attendre beaucoup de temps, mais il a réussi à faire du vélo, il a réussi à faire ses lacets à 16 ans. Voilà. Et puis, je ne parle pas des troubles autistiques qui, effectivement, ils se roulaient par terre, il n'arrivait pas à s'exprimer. Il a fini par réussir à acquérir le langage quand il a acquis la lecture, en fait. Ça lui a permis de comprendre que les phrases étaient coupées. Il y a eu une rééducation dès le départ. J'étais responsable logistique, donc rien à voir avec le droit, rien à voir avec la médecine. J'avais travaillé un petit peu dans l'éducation nationale pendant longtemps, mais voilà. Ça a bouleversé nos vies. Moi, j'ai dû arrêter ma carrière professionnelle. J'ai
j'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour essayer juste de l'amener vers de l'autonomie. Donc le handicap est lourd, et même ma fille qui est moins touchée, enfin, si tu veux un exemple, quand je déchargeais ma voiture avec les courses, ben, ma fille n'avait pas l'idée de me dire « Maman, tu veux que je t'aide ?» Non, parce qu'en fait, ces troubles autistiques l'empêchaient de se dire « Est-ce que ma mère, elle a un problème, elle a besoin, pas d'empathie ?» C'est moi qui ai dû dire à mes enfants « Vous voyez, quand un copain il tombe, eh ben, il faut que tu lui demandes comment il va. Parce que sinon, il va t'en vouloir de ne pas se prendre des nouvelles. » Enfin, voilà. Et aujourd'hui, elle-même le déclare. Elle le dit quand j'ai des relations avec des amis. Je leur dis « Me dites pas de ça va si ça va pas. » Vous savez, cette question « Comment ça va aujourd'hui ?» Ben, si on dit ça va, mais en fait, c'est un ça va qui dit ça va pas, ben, elle ne le perçoit pas. Donc, c'est pas forcément l'autiste comme on voit dans Rain Man ou je sais pas quelle caricature. C'est pas ça. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça, en fait. C'est un trouble des interactions sociales. Oui, donc les faits, c'est vraiment autour de tes enfants. Et Marine, moi, m'avait raconté, et ça m'avait beaucoup touchée, à quel point elle cherchait le faisceau de symptômes. Elle cherchait à comprendre vraiment en faisant ces hypothèses, et rien ne marchait. Et tout d'un coup, moi, j'étais très frappée en tant qu'intervieweuse. Tout d'un coup, en tapant 3 mots, elle découvrait. Parce que finalement, c'est le début aussi de Google et des mots-clés. Oui, c'est ça. Et parce qu'on n'avait pas l'information aussi facilement auparavant. Les choses se médiatisent de plus en plus. Donc, en fait, Marine a passé 10 ans à tourner. Oui, et les médecins me disaient « Mais Madame Martin, pourquoi vous cherchez l'importance et qu'il soit bien pris en charge ?» Je disais « Mais attendez, si c'est génétique, je veux le savoir. Moi, je voulais 4 enfants. Voilà, je veux le savoir. » Et en fait, c'est pour ça que j'ai continué à chercher, et finalement, j'ai trouvé ma réponse par moi-même. Enfin, c'est ça qui est un peu choquant, parce que finalement, les médecins, normalement, ils sont là pour vous aider, pour vous épauler. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, je ne pouvais pas arrêter mon médicament, donc j'ai choisi, de manière délibérée, de ne pas avoir d'autres enfants. Parce que c'est ça, en fait, moi, ce que je reproche, c'est qu'on m'ait menti, on m'ait trompé en me disant ce médicament est sûr, il est sans danger pour l'enfant à naître, et ce n'était pas le cas. Je ne peux pas vivre sans médicament, mais malheureusement, j'aurais pu être parent d'une autre manière, adopter, je ne sais rien. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que je n'aurais pas fait comme ça. Merci Marine. Alors, pour rester sur la notion de fait et de pourquoi un lanceur d'alerte sort de son quotidien, de sa routine pour essayer de faire quelque chose, je vais témoigner un peu pour Amar, qui n'est pas là, Amar Ben Mohamed. Donc, les faits pour lui, lui, il est brigadier chef au dépôt du tribunal de Paris. Le dépôt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où on amène les personnes qui sortent de garde à vue et qui vont être présentées à un juge. Et le juge va décider soit maison d'arrêt, soit relâchement, et pour futur procès ou rien du tout. Enfin bon, voilà. Donc arrive sous le tribunal de Paris, tous ces gens, et à Paris, ça fait beaucoup de monde. Je crois que c'est plusieurs centaines de personnes par nuit. Ça va du conjoint violent à du grand banditisme. C'est vraiment très varié. Mais globalement, la plupart des gens qui viennent là sont assez calmes. Il y a des exceptions, mais ils sont assez calmes. En 2017, ce qui s'est passé, c'est que est arrivé aux fonctions une série de policiers qui avaient été formés à la va-vite. On l'a appelé la promotion Valls. C'est suite aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Donc, on a réduit à 6 mois la formation des policiers, ce qui fait que sont arrivés. Alors, Amar avait beaucoup plus d'ancienneté et ça se passait très bien jusqu'à là. Et en 2017, arrivent des gens plus jeunes et venant de province, pas habitués à voir peut-être la diversité qu'il y a en région parisienne. Et il y a un groupe d'une dizaine de gardiens de la paix, de policiers qui finalement maltraitent et font des cas caractérisés premièrement d'insultes et de racisme, qui sont des infractions évidemment, mais aussi, vous savez, quand on arrive au dépôt, on doit pouvoir consulter éventuellement un médecin, pouvoir appeler une personne, pouvoir appeler un avocat et avoir un repas.
Tous ces droits sont des droits qui font partie de la procédure judiciaire, n'étaient pas forcément respectés, souvent pas respectés du tout par ces policiers-là, ces policiers et policières, parce que je pense que le fait qu'il y ait eu des personnes du sexe a plutôt aggravé la situation. Donc, aussi homophobie d'ailleurs, enfin, toutes sortes de cas caractérisés. Voilà, c'est raconté dans la BD en détail. L'IGPN a fait une enquête qui a confirmé les faits avancés par Amar. Il n'y a pas eu pour autant... il y a même eu une enquête du parquet, mais qui a fini par un classement sans suite. Voilà, ça, c'est les faits que Amar a rencontré en tant que brigadier chef, supérieur de certaines de ces personnes. Alors, lui, en fait, il faisait partie de ceux qui faisaient les transferts dans les voitures, donc il assistait à ces phénomènes au dépôt, mais il n'était pas responsable, lui, de ces policiers-là. Donc, il ne pouvait que signaler ce qu'il voyait, mais ce n'était pas de son autorité à lui. Donc voilà. Peut-être pour donner un petit peu de... Ah ben c'est pas là, oui, non, il faudrait que je retourne dans la BD. Amar a raconté, lui il est rentré dans la police parce qu'il avait envie de contribuer à, comment dire, à la bonne marche des choses, à être utile, et raconte volontiers qu'il a été à un moment donné, toute sa carrière, il a eu l'impression d'être utile. Donc de rencontrer des personnes en fait, qui aggravaient les situations par leur cas de racisme, de maltraitance, etc., qui rendaient la situation extrêmement tendue, qui faisait qu'il y avait des blessés un peu tous les soirs, ça le rendait malade, tout simplement. Et alors, bon, ça n'étonnera personne que je dise que la police, mais comme toute organisation, j'ai même parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui avait été officier chez les pompiers, comme tout corps cherche à se protéger et à, comment dire, ne pas apprécier qu'il y ait des personnes qui perturbent l'ordre. En biologie, je crois qu'on appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire le retour à la normale du corps qui est attaqué. Et donc, c'est un phénomène qu'a vécu Amar, c'est-à-dire que ils étaient des dizaines à voir les mêmes faits. Et comme dans tous ces cas, c'est en général une seule personne qui se dévoue. Les gens lui disaient, vas-y toi, c'était le chef. Et puis lui, oui, voilà, il a obéi à ses valeurs. Il n'avait pas spécialement envie de faire une alerte, et on verra comment son alerte, il l'a faite de manière extrêmement ordonnée pour essayer que ça se passe le mieux possible. Mais ça ne se passe pas bien du tout. D'ailleurs, quand on travaille au dépôt du tribunal de Paris et qu'on déplace des gens toutes les nuits, je pense que le fait d'attraper le Covid est assez... mais c'est quelqu'un qui est vraiment... On parlera des représailles parce que c'est quelqu'un qui est vraiment victime de représailles de la part de l'institution policière. Donc, on a parlé des faits. J'aimerais bien qu'on parle des moyens, c'est-à-dire, Marine, comment est-ce que tu as fait comment tu t'y es prise pour alerter. Eh bien, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vu Irène Frachon à la télévision et j'ai compris tout de suite l'importance de la médiatisation. C'est-à-dire que moi, pour informer les autres mamans dans la même situation que moi, il fallait qu'on en parle dans les journaux, dans la presse, pour que d'autres m'appellent et me disent « je suis dans la même situation que vous ». Donc assez rapidement, j'ai d'abord contacté le maire de mon village qui était aussi député pour qu'il me donne la presse locale. Et effectivement, ça a tout de suite marché. C'est-à-dire qu'il m'a donné le France Bleu, Languedoc-Roussillon, le France 3 et la presse L'Indépendant. Et tout de suite, ça a matché, comme je veux dire. C'est-à-dire que j'ai témoigné dans la presse et j'ai eu des appels de mamans dans la même situation que moi, parce que ce médicament était le médicament le plus donné pour soigner l'épilepsie. Et donc, tout de suite, j'ai eu des dizaines et des dizaines de contacts. Donc, j'ai très bien compris qu'il fallait absolument passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire
au niveau national. Et j'ai tenté par moi-même, hein, mais petite provinciale que je suis, je n'ai pas réussi à atteindre les médias nationaux. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais choisir un avocat médiatique. Ça va être mon moyen finalement de me faire monter l'affaire à Paris. Et c'est vrai que ça va être le deal un peu entre guillemets entre mon avocat et moi-même, c'est-à-dire oui, tu auras d'autres familles de l'APESAC, parce que moi il m'avait dit pour ton cas toute seule, il y a tellement de littérature scientifique à étudier que je ne peux pas partir pour toi toute seule. Mais si vous êtes un groupe, oui, c'est possible. Et oui, je te donnerai la presse nationale. Et donc j'ai choisi l'avocat qui apparaissait à la télé, à côté d'Irène Frachon. Donc un avocat spécialisé dans le droit du médicament, ça j'avais bien compris que c'était très important, qu'il fallait bien s'entourer, et un avocat parisien. Alors que moi j'étais à Perpignan, j'ai pas pris un petit avocat de campagne de Perpignan. Et donc il a mis du temps, parce que lui même était embourbé dans le Mediator. Il a attendu qu'avec mes homologues européens, je réussisse à faire modifier les conditions de prescription de la dépakine, c'est-à-dire arrêter qu'on l'arrête de le donner aux femmes enceintes. Et à ce moment-là, quand j'ai fait valider ça au niveau de l'Europe, c'est vrai qu'il va me donner à une journaliste très connue qui travaillait à l'époque au Figaro, c'est-à-dire Anne Jouan. Et là, ça va matcher tout de suite. Quand l'article va sortir dans le Figaro, derrière, je vais avoir des dizaines d'appels. Il y a TF1 qui vous appelle dans ces cas-là, et voilà. Et on vous demande de témoigner. Donc en 2015, je vais subir la première vague médiatique qui n'est pas facile à gérer quand on n'a jamais fait de médias, voilà, et qui donne un peu le vertige. Effectivement, on sait très bien qu'il ne faut pas dire de bêtises, parce que ce qu'on dira sera réutilisé contre nous. On entend souvent cette phrase-là, mais donc on n'a pas intérêt de dire de gros mots, de lancer des accusations à l'encontre du laboratoire. Il faut être très prudent, surtout qu'on était au début de la procédure judiciaire. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, effectivement, ça va être des centaines d'appels de famille. Je vais être même assez débordée. Et en 2016, d'ailleurs, je vais progressivement me professionnaliser, demander des subventions et avoir un salarié pour m'aider à répondre aux milliers d'appels que je vais avoir, parce qu'il n'y aura jamais eu de téléphone vert qui sera installé pour le scandale de la dépakine. Je vais gérer tout toute seule. La PESAC représente combien de familles aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus de 8300 victimes sur tout le territoire national. Donc, c'est un travail à plein temps. Je travaillais plus qu'à mi-temps à cause du handicap de mon fils. J'étais responsable logistique. J'ai tout arrêté en 2013. Parce que quand j'ai compris que il fallait souvent que je monte à Paris malgré tout ou à l'Europe pour changer les conditions de prescription, pour essayer de... Parce que j'ai beaucoup sollicité des parlementaires pour m'aider à changer la loi. Parce que non seulement j'ai changé les conditions de prescription de dépakine, mais j'ai aussi rendu l'action de groupe en matière de santé possible. Ça n'existait pas. Bon, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec d'autres associations de patients, dont Irène Frachon. Mais voilà, c'est assez régulièrement que je sollicite les députés, les sénateurs, parce que si on veut qu'il y ait des changements, c'est eux qui sont là pour faire voter les lois. Et j'obtiendrai, grâce d'ailleurs à tout ce travail-là, un fonds d'indemnisation spécialement dédié aux victimes de la dépakine. Ça ne s'est pas fait comme ça en un clin d'œil. Ça a été un travail avec des élus de la République. De même, les pictogrammes, j'aurais dû amener une boîte de dépakine. Sur les boîtes de médicaments, c'est moi qui ai fait changer la législation pour que ce soit possible. C'est en voyant, justement, en comparant avec l'alcool, les dégâts de l'alcool chez la femme enceinte, je me suis dit, c'est présent sur les bouteilles d'alcool. Pourquoi ça n'existerait pas sous les boîtes de médicaments ? Et c'est comme ça que je vais écrire un décret avec voilà, ma salariée, etc., qu'on va le proposer à des députés qui vont le porter et ça va être voté et validé. Mais voilà, c'est... Alors, juste parce que quand même, c'est une alerte très spécifique dans la santé. Il y a 3 catégories de personnes qui sont mises en cause. Le laboratoire qui a produit la dépakine, d'ailleurs aussi des laboratoires qui faisaient les génériques. Il y a l'État, puisque l'agence du médicament, à l'époque, la SAPS... Oui, alors l'AFSAPS, qui s'est après fait rebaptiser l'ANSM après le scandale du Mediator, est complice, parce qu'en fait, cette littérature scientifique qui était accessible à tous, elle existait depuis longtemps. Et donc, ils sont complices du silence. Et les médecins qui ont prescrit
la Dépakine. C'est ce médicament, alors même qu'ils avaient déjà des informations. Surtout que depuis 2006, dans la notice à destination des médecins, parce qu'il existe 2 notices, celle que vous voyez dans la boîte de médicaments et celle qui est à destination des médecins, qu'on appelle souvent le RCP, résumé caractéristique des produits. Et bien ça, en 2006, il y avait marqué qu'il ne fallait pas le donner chez la femme enceinte, et pourtant, c'est l'année où il y a eu le plus de prescriptions. Alors, pareil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de juristes ici, et de toute façon, moi, mon savoir ne va pas beaucoup plus loin, mais il y a quand même des actions au civil, au pénal. Alors moi, j'attaque partout, et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais oui, j'ai attaqué au civil en individuel. Quand j'ai rendu l'action de groupe possible, j'ai attaqué au nom de l'association APESAC. J'ai attaqué au pénal pour les mettre derrière les barreaux, donc voilà, en 2015. On a attaqué l'État pour sa complicité, son silence, en 2016. Et puis, on a mis en place ce fonds d'indemnisation auprès de l'Office national des accidents médicaux. Et chaque année, il y a 35 millions d'euros qui sont votés dans le cadre du budget de la France pour les victimes de la Dépakine. Juste, même si on y reviendra un peu plus loin, le laboratoire donc Sanofi, qui est quand même le principal responsable de tout ça, est aujourd'hui poursuivi pour homicide involontaire, blessure involontaire et tromperie aggravée. Il y aura donc un procès pénal. Dans j'espère en 2026. Voilà, on a déposé plainte, je veux vous rappeler, en 2015. Hein. Vous comprenez, moi j'ai déposé plainte dans mon dossier de mes enfants en 2012. Et là, il vient juste d'être jugé. Je viens de gagner le 9 septembre dernier, 12 ans après, sachant que Sanofi fait rappel et ira jusqu'à la cassation. Donc on comprend qu'il y en a encore pour 5 à 6 ans. En gros, lanceur d'alerte commençait jeune. Oui, c'est ça. Bon, c'est une blague un peu facile. Tous les cas quasiment dans cette BD sont des cas qui ont 10 ans de tribunaux. En tant qu'autrice, enfin, en tant que responsable de ce projet, je voulais avoir des vrais lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens dont les cas sont avérés, que la justice, dont la justice reconnaît les droits. Et la plupart, par exemple, Philippe Toulouse, hein, vous savez, celui qui est éducateur pour des jeunes qui sortent qui ont eu des problèmes avec la justice ou pour des sans-papiers. Eh bien là, au bout de 11 ans, il a commencé à avoir des décisions judiciaires en sa faveur et en la faveur de ce qu'il disait, c'est-à-dire que il va y avoir un procès des dirigeants de l'association. Tout ce qu'il a signalé commence à aboutir, mais 11-12 ans après. Faut y croire. Il faut persévérer et de toute façon, moi, je le dis souvent, ce qui fait le plus mal à Sanofi, c'est pas le montant de l'indemnisation qu'ils ont à nous verser, c'est carrément des cacahuètes pour eux, c'est peanuts. C'est par contre la place médiatique que je vais occuper et les associer à un scandale sanitaire, ça leur a fait vraiment du mal. Donc pour moi, c'était la manière la plus qui me permettait finalement de leur nuire le plus possible. Comme eux, ils ont entravé nos vies et ils ont détruit des vies, des milliers de vies, parce que j'ai chiffré le nombre de victimes en France à plus de 35 000. C'est entre 30 et 50 000 sur 50 ans de prescription. Et c'est que pour la France. Parce que j'ai aussi aidé mes homologues anglo-saxons, j'ai aidé l'association suisse à se créer, belge, espagnole. Donc dans le monde entier, j'ai continué à porter l'alerte et encore aujourd'hui, je suis celle qui a le plus gagné parce que les autres pays européens rament un petit peu sur les procédures. Bravo. Non, c'est un vrai combat. Hein. Pour quand même donner un petit signe de victoire, Irène Frachon, dans son procès contre Servier sur l'histoire du Mediator, le procès en appel qui a été donc jugé en décembre de l'année dernière, a condamné donc Servier à une amende de 9 millions d'euros, ça c'est pas grand-chose, mais a remboursé 415 millions d'euros à la sécurité sociale et aux mutuelles. Ils ont été surtout reconnus coupables de tromperie aggravée, d'homicide et blessures involontaires. Et il y a une des personnes qui était proche du défunt PDG qui a écopé de 4 ans de prison, dont 1 ferme et de 90 000 euros d'amende. On verra ce que donnera le procès évidemment de la Dépakine, mais c'est pas négligeable. Irène Frachon elle-même a dit que ce résultat, que je crois n'a pas contesté Servier, était quand même un pas en avant dans le sens où les agissements vraiment des escrocs qui étaient cette direction de Servier
ont été punis, c'est-à-dire qu'une forme d'impunité a été balayée. Alors, sur les moyens de l'alerte, Marine a parlé de son cas, alerte. Ça devait nous arriver. Bravo. Amar, qui n'est pas là, et pour son alerte interne. Donc, il a respecté en bon fonctionnaire et en bon juriste, puisque les officiers de police judiciaire ont une formation juridique. Il a envoyé rapport sur rapport à sa hiérarchie, puisque c'était le cas de la loi de l'époque. Il a envoyé des rapports écrits. Mais ça, rien ne changeait, toujours les mêmes désordres. Donc, un beau jour, il s'énerve, un jour où justement il y a un cas particulièrement grave d'agression par un détenu qui a été provoqué par une gardienne de la paix, donc ça met vraiment le bazar dans leur dépôt. Un beau jour, il écrit à 3 ou 4 niveaux de hiérarchie au-dessus de lui, c'est-à-dire qu'il met tout le monde au courant. Et là, donc tout le monde lui tombe dessus. Et lui, il dit, écoutez, si vous ne faites rien, je vais prévenir. Alors évidemment, c'est facile, ils sont au tribunal de Paris. Je vais prévenir aussi les magistrats. Alors là, ça sort de la police, ça devient vraiment inquiétant. Donc, il commence à être victime de représailles. C'est-à-dire qu'on commence à lui, par exemple, à lui interdire de sortir dans le camion avec ses équipes. C'est une discrimination. Et surtout, des vexations, bien sûr, aussi de la part de ses collègues. Plus grave encore, on commence à vouloir lui mettre un cas de harcèlement sexuel d'une des gardiennes de la paix, puisqu'il y a donc aussi des femmes. Et donc là, il se dit, ça sent mauvais, parce que voilà, une mesure de représailles qui est très difficile à contester, c'est quand pour salir quelqu'un, de lui mettre des accusations de harcèlement sexuel. Ça ne veut pas dire que le harcèlement sexuel n'existe pas, mais pour salir quelqu'un, il n'y a pas meilleure situation. D'ailleurs, le cas de Assange, c'est aussi comme ça qu'il a été poursuivi par la justice en Grande-Bretagne et qu'il s'était réfugié dans l'ambassade d'Équateur. C'est parce qu'il était accusé de, je ne sais pas si c'était viol ou en tout cas et ensuite, les plaintes, bizarrement, sont tombées. Voilà, donc ça avait été assez utile. Donc lui, il a prévenu sa hiérarchie. Il voit qu'on commence vraiment à essayer de le salir et que du coup, ça se trouve, il va se faire virer. Donc, il va voir un avocat. Alors, Ariel Halimi, qui était l'autre jour à une conférence sur la liberté de la presse, qui est quelqu'un qui est très engagé sur tous ces sujets auprès des lanceurs d'alerte. Et donc, il se met sous sa protection et sous son conseil, et on lui conseille de faire une alerte médiatique pour se protéger. Parce qu'une fois qu'il aura dit les choses, les attaques contre lui seront totalement visibles et plus sournoises. Voilà. Donc, il a agi de manière un peu différente, mais il a été reconnu l'année dernière, en 23, d'abord par le défenseur des droits, qui est un acteur important dans ce sujet, et ensuite par le tribunal administratif de Paris. Il a été reconnu comme un lanceur d'alerte, et il est protégé aujourd'hui en tant que tel. J'aborde les mesures de représailles pour moi. Mais tu es parfaite. Oui. Attends, tu es parfaite, je ne sais pas, est-ce que tu suis le plan? Oui, je suis le plan. Oui, alors moi, ça a été plus ténu parce que je n'avais pas un patron au-dessus de moi pour me dire stop ou m'accuser de harcèlement sexuel. Par contre, effectivement, à plusieurs reprises, on a essayé dans des interviews ou des choses comme ça de me tendre des pièges. De faire croire que j'allais dire que la dépakine, il fallait la supprimer ou que la dépakine était mauvaise pour la santé. Enfin, voilà. Et après, ça a été surtout des pressions de la part des institutions. Effectivement, au fur et à mesure de lire de la littérature scientifique sur ce sujet, je suis devenue une experte. Et donc, quand l'agence du médicament, qui s'appelle l'ANSM, a fait entrer des patients en tant que patientes expertes pour donner leur avis sur tout ce qui est grossesse, médicaments, j'ai postulé. Et donc, j'ai été prise. Et bien, ça, Sanofi, ça ne lui a pas plu. Hein. Ils ont essayé de me faire virer, quoi. Donc, ils ont attaqué l'agence du médicament pour tenter de me faire virer en disant « Vous vous rendrez compte, Madame Martin, elle est dans la commission, on a 400 autorisations de mise sur le marché, vous vous rendez compte, elle va nous supprimer nos médicaments », comme si j'avais ce pouvoir-là, ce qui était totalement faux. J'avais juste un droit de vote, c'est tout, parmi 30 personnes. Voilà.
ils ont perdu au tribunal administratif, et donc je suis toujours patiente experte à l'Agence du médicament. Mais effectivement, même si je poursuis au tribunal, que ce soit au pénal ou au civil, l'Agence du médicament, il était essentiel pour moi que je rentre à l'intérieur de la structure pour pouvoir agir. Moi, comme je dis, au cœur de la matrice. Si tu veux, il ne faut pas être uniquement dans la critique, il faut essayer justement la résilience de changer les choses. Et donc, en étant à l'Agence du médicament, régulièrement, je m'engueule d'ailleurs avec les responsables, parce que pour moi, il y a souvent des signaux qui ne sont pas pris en compte. Et je m'aperçois, je comprends bien aujourd'hui pourquoi la Dépakine, qui est sur le marché depuis plus de 50 ans, pourquoi il a fallu que ce soit moi, finalement, une patiente, qui lance l'alerte, parce que personne au niveau de l'agence ne bouge ou ne prend en compte des signaux qui, souvent, sont quand même prépondérants, quoi. Donc, voilà, moi, les mesures de représailles, elles ont été là. Elles ont été aussi dans ma procédure. Je vous ai dit, 12 ans de procédure, c'est inhabituel. D'habitude, c'est 3-4 ans. Voilà. Mais donc, Sanofi a utilisé tous les recours possibles pour m'épuiser. Ça, c'est une stratégie assez commune pour les grands laboratoires pharmaceutiques. Mais de toute façon, ils m'ont souvent et pendant longtemps assez méprisée. Je n'étais qu'une patiente et ils ne voyaient pas tellement le danger que je pouvais représenter. Et malgré tout, à la différence du laboratoire Servier, Sanofi est un big pharma. Il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent aussi. Voilà, donc il va être beaucoup plus difficile à faire condamner, je pense. Alors, pour revenir à Amar et les représailles, il a quand même eu plusieurs avertissements. Un avertissement, alors, donc, il révèle des faits de racisme et de maltraitance dans ses locaux, à son travail. La réaction, finalement, devant ce scandale qui éclate, c'est qu'il y a 5 policiers qui ont des avertissements, dont lui qui a révélé l'affaire en lui disant « Vous ne l'avez pas fait assez vite et vous n'avez pas cité le nom de tous vos collègues ». Donc, c'est vraiment assez corsé. Avertissement pour ça. Il a eu un avertissement parce qu'il a été témoigné à l'Assemblée nationale et aussi parce qu'il avait témoigné devant la presse. Il a eu encore d'autres avertissements, mais ceux-là, je vous les ai cités parce qu'ils ont été annulés par le tribunal administratif qui a non seulement annulé les sanctions contre lui, il avait notamment, oui, il a eu aussi une sanction pour atteinte au crédit et au renom de la police nationale. Et donc le tribunal a jugé que c'était toutes ces, qu'il n'y avait pas motif et a fini par dire qu'aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné pour avoir signalé des faits délictueux. Et il a même eu un remboursement de frais d'avocat. 2 500 €, l'État, c'est pas trop dépourvu. J'ai mis des images. Il s'agit de Philippe, qui est donc à Dunkerque. Et lui, donc, il a fait savoir donc, les abus de dirigeants de cette association. Ces dirigeants utilisaient les fonds de l'association. En fait, ils étaient de mèche avec le conseil d'administration et le conseil d'administration avait voté donc, des salaires jusqu'à 8 000 €. On parle jusqu'à 9 000 € pour des dirigeants de l'association. On parle d'une association qui est donc en délégation de mission publique. Et donc, des dirigeants qui qui faisaient des notes de frais de leur taxe foncière, de leur personnel, bien sûr, de leur gaz, etc., etc. Des dirigeants qui embauchaient leurs proches, etc. Des abus que Philippe estime à plusieurs centaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Donc ces faits-là, il les a dénoncés et il a eu de nombreuses représailles au sein de l'association. Là, j'ai mis dans une case, on voit qu'il n'arrive pas à ouvrir une porte, par exemple. On l'a interdit d'accéder à son bureau. Ça, c'est de la discrimination. On lui a trouvé un possible cas où il aurait tenté de voler un SDF, ce qui ne correspond tellement pas au profil de Philippe, mais bon. Et à ce titre, il a été immédiatement convoqué par la gendarmerie 6 ou 7 fois, dont une fois à 1 h du matin, ce qui est strictement illégal. Ça a abouti, les faits étaient très flous et il a été blanchi. Enfin, en tout cas, il y a eu un non-lieu. Et puis, il a
Et puis voilà, il a reçu des menaces de mort. Alors, ces cases-là, ça semble rien, parce que dans des BD, on voit partout des motards, et puis alors même, on voit bien que la personne qui fait semblant de tuer l'autre personne, elle n'a pas de pistolet avec ses doigts, donc bon, voilà, ça paraît pas hyper incroyable comme ça, mais je peux vous dire que toute la BD a été relue par un avocat, et que sur cette planche-là, il m'avait demandé de les retirer. En me disant, là, vous accusez en fait les personnes incriminées de menaces de mort, c'est très grave. Est-ce que vous pouvez complètement les attester? Est-ce que vous avez des preuves? C'est pas un mot qu'on a c'est pas un mot qu'on a encore prononcé, et pourtant il est essentiel, parce qu'une alerte se fonde sur des preuves, et que tout l'enjeu, c'est de réunir des preuves et de les garder, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas détruites. C'est pour ça que la discrétion dans l'alerte est aussi très importante. Toujours est-il que quand l'avocat de mon éditeur m'a dit ça, j'ai demandé à Philippe s'il avait fait un dépôt de plainte à la suite de ces menaces de mort, de cette scène-là. Et il m'a dit, ah ben non, parce que j'avais déjà reçu des courriers de menaces de mort, et que j'avais fait des plaintes et que ça n'avait évidemment rien donné. Donc, j'ai rien dit. Alors, moi, j'essaie d'être fidèle aux faits, et surtout à la réalité, pas uniquement à la parole. Dans mon travail, avant d'interviewer tous les lanceurs d'alerte, j'ai évidemment épluché tout ce qu'il y avait sur leur compte. Et donc, voilà. J'ai essayé d'avoir des informations exactes dans cette bande dessinée. Donc, j'ai appelé une collègue de l'époque, une syndicaliste d'ailleurs comme Philippe, en lui disant, est-ce que en telle année, Philippe a parlé d'avoir été menacé par un motard, etc. Et bon, j'ai acquis la certitude que c'était vrai, et donc j'ai dit à l'avocat, je maintiens. Voilà. Ce livre n'a pas été attaqué en diffamation par aucune des parties. Le seul qui a essayé d'influencer quelque chose, c'est ArcelorMittal, qui a appelé France Bleu à l'occasion d'une interview que je faisais, et qui a demandé l'annulation de l'interview. Voilà. France Bleu Radio France est assez puissante pour passer outre ce genre de problème. Donc les représailles, ça peut aller très loin, hein, ça peut aller des menaces personnelles, des menaces physiques. Bien sûr, tout ce qui est licenciement quand on est dans l'entreprise, mais des choses, on a vu, hein, que ce soit des procédures Bayon. Vous avez entendu parler, je pense, de Inès Léraud, enfin peut-être pas d'Inès Léraud, mais du scandale des algues vertes. C'est une bande dessinée qui a eu beaucoup de succès, qui a peut-être été maintenant, qui est peut-être la bande dessinée qui a ouvert la mode des BD reportages. Et elle a été attaquée par un des groupes agroalimentaires qu'elle nommait. Ça l'a énormément stressée. Elle a dû dépenser de l'argent. Elle était aidée par ses soutiens médiatiques, mais elle a passé donc beaucoup de temps à préparer sa défense, à se stresser. Et la veille du procès, l'entreprise a laissé tomber la plainte parce qu'en fait, ils allaient perdre. Donc, ça s'appelle une procédure Bayon. Il y a un nom précis pour ça. Voilà, donc je crois qu'en termes de représailles, tout existe. Mais, alors ça, c'est un peu l'envers du décor, mais quand même, Marine, tu représentes le lanceur d'alerte qui survit malgré les représailles. Des fois difficilement, hein. J'en prends plein la tronche, hein, quand même. Là, ils sont en train de supprimer mes pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Oui, ça y est, ça va être fait d'ici, je pense, la fin d'année. Les lobbies pharmaceutiques sont revenus à la... J'essaye de le dénoncer dans la presse, personne trop n'a voulu le prendre. Donc, tu vois, c'est pas toujours facile. Ils vont remplacer les pictogrammes femmes enceintes barrées par un triangle bleu, je l'appelle le pictogramme Schtroumpf. Ou du violet. Voilà, donc oui, j'ai des références BD. Hein. Mais ça n'a pas de sens. Ben oui, mais c'est comment rendre quelque chose d'invisible, comment désinformer. On est dans la désinformation. Et ça passe crème, je t'assure que ça passe crème. C'est sur le site de l'agence. Hein. Tu peux les voir, ils sont marqués. Donc, je perds des batailles, j'en gagne certaines et j'en perds d'autres. Et celle-là, je suis en train de la perdre.
parce que j'ai pas eu le soutien médiatique qui m'a permis, parce que finalement, moi, dans mon combat, je me suis rendu compte que les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et autres, n'agissaient que sous la pression médiatique. Donc en fait, ils faisaient leur travail de gendarme du médicament si tu disais, bah regarde, lui, il fait pas bien son job. Voilà. Et à ce moment-là, ils se disent, oh là là, mince, il faut surtout pas faire trop de bruit, je vais agir, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à faire avancer les dossiers. Mais effectivement, il faut que je me batte. J'ai appelé aussi les familles qui sont avec moi à solliciter leurs députés en région pour effectivement les alerter sur telle ou telle problématique, sur la prise en charge, sur la mauvaise indemnisation, sur la mauvaise information des dangers des médicaments chez la femme enceinte. Donc tout ça, ça permet de faire avancer un tout petit peu les lignes. Mais il faut bien comprendre qu'un décret, ça se fait et ça se défait. Et donc, voilà, et un gouvernement arrive, il recasse ce qui a été fait précédemment. Et on le voit sur bien d'autres sujets. Donc, en fait, c'est une lutte permanente et c'est épuisant. Oui, et c'est navrant parce qu'on a vraiment l'impression que ce qui avance recule. Oui, tout le temps. Rien n'est jamais acquis, en fait. C'est ça. Et donc, tu cherchais les boîtes de médicaments dans la BD? Non, parce qu'elles ont été dessinées et je ne suis pas sûre qu'elles soient très reconnaissables. Et en plus, elles n'ont pas le pictogramme dans la Mais BD. si, dans la BD, à un moment donné, Ah bon, tu sais, quand il y a la courbe où on me voit au milieu et il y a, je ne sais plus, toute une courbe, et ben à l'intérieur, il y a le pictogramme. Attends, je suis tellement pas douée avec ce truc. Alors là, à partir de là, c'est... Vas-y, un petit peu après. Voilà, là, tu vois le picto. Bon, il n'y a pas la boîte, mais il y a le picto. Ouais. Et voilà, donc ça, je l'ai obtenu. Je l'ai même fait imposer au niveau européen. D'ailleurs, pour la dépakine, ils ne pourront pas y toucher, puisqu'il est européen, à moins qu'ils s'attaquent au niveau de l'Europe. Ah, mais ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, mais donc, rien n'est jamais acquis et il faut continuer à se battre tout le temps. Oui, moi, ce que je voulais, parce qu'on a parlé pas mal de représailles, et c'est très angoissant pour ceux qui seraient motivés. Ça donne pas l'impression qu'il faut vraiment y aller, mais sur toute cette série de personnes, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Donc Raymond Avrier, il a fait condamner, alors Alain Carignon, ça fait une éclipse durable de la vie publique. Bon, c'est quand même remarquable qu'il ait été réélu conseiller municipal de Grenoble 25 ans après les faits, alors que ce que je montre dans la BD, c'est qu'il y avait un système corruptif qui avait touché, enfin, il y a eu plusieurs dizaines, j'ai envie de dire, on approchait plutôt de la centaine de personnes, des chefs d'entreprise, même des notaires, enfin, vraiment... tout un tas de gens qui ont été condamnés. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur, sur... Oui, bientôt dans 10 minutes, dès qu'on finit. Donc, c'est vrai que ça a été... il a payé un peu pour tout le monde. Et d'ailleurs, Raymond Avrier, le lanceur d'alerte, ne considère pas que d'emprisonner les maires, ce soit une bonne idée. Par contre, il pense que, puisque la corruption a été attestée, en l'occurrence, c'était Poulenc, c'était la Lyonnaise des Eaux, la corruption, le pacte de corruption a été démontré par la justice. Raymond Avrier soutient, et moi je suis assez d'accord avec lui, que c'est l'entreprise qui aurait dû payer et beaucoup plus cher, et notamment le patron de l'entreprise qui avait mis en place ce système corruptif. Sachant que grâce à Raymond Avrier, finalement, la ville de Grenoble, qui avait privatisé le service de l'eau pour 25 ans, finalement, a remunicipalisé ce service de l'eau, mais que comme ils ont coupé le contrat avec la Lyonnaise des Eaux, qui avait pourtant été convaincue de corruption, la ville de Grenoble a dû payer 10 millions, alors je pense que c'était déjà des euros, 10 millions d'euros pour rupture anticipée du contrat. Donc l'entreprise n'a pas été sanctionnée, ni les dirigeants de l'entreprise. Le maire, c'est un peu facile, il a tout pris. C'était quand même mérité, mais il a tout pris. Si on fait le parallèle avec Sanofi, ils touchent les crédits impôt recherche pour reproduire le Doliprane en France, et derrière, ils veulent revendre ça 115 milliards aux Américains. Donc on privatise, enfin on nationalise les subventions là. Enfin c'est comme si moi j'ouvrais une subvention, je touche des sous, puis un an après je la referme et puis je retouche
des subventions. Enfin voilà, c'est hallucinant, c'est de l'argent public quoi, qu'on leur donne. Donc moi je les appelle des pilleurs d'État. Ils sont là pour vider les caisses de l'État et puis derrière ils font du profit et ils revendent ça. Ça me rend malade. Et à côté de ça, en plus, le fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, actuellement, ils ont, à la différence du laboratoire Servier, ils ont versé 0 € alors qu'ils sont désignés comme responsables. Et qu'est-ce qui se passe? L'État se substitue en attendant que Sanofi veuille bien payer, il paye à la place. Aujourd'hui, il y a 65 millions d'euros qui sont sortis des caisses pour payer les victimes de la dépakine. Fin 2025, ce sera 300 millions. Et à aucun moment, on a entendu Emmanuel Macron dire ce serait bien, monsieur Sanofi, que vous payiez pour les victimes de la dépakine. Par contre, on va le demander à monsieur Buitoni, à monsieur Lactalis, qui eux aussi ont leur petit scandale sanitaire. Donc il y a aussi une volonté politique des pouvoirs publics d'incriminer les sociétés mises en cause. En termes de résultats, Marie-Lise et Valérie, elles ont quand même le Bordelais, parce qu'elles habitent Bordeaux et la région de Bordeaux. Le Bordelais, c'est peut-être la région qui est la plus consommatrice de pesticides dans la vigne en raison de son climat, un climat chaud et arrosé, on va dire. Donc il y a énormément d'utilisation et donc c'est pour ça qu'il y a un problème. En plus, c'est quasiment une monoculture, quasiment une mono-industrie autour de Bordeaux. Donc elles se battent très courageusement, mais elles en ont plus qu'assez, et je pense qu'elles sont devenues assez discrètes. Il a noté que Valérie, qui avait donc une association qui s'appelle Alerte aux toxiques, a, il y a quelques années, 4-5 ans, je crois, organisé une analyse d'une vingtaine de vins, l'essentiel étant du Bordelais, et des vins, y compris dits HVE, haute valeur environnementale. Vous voyez peut-être ça sur les bouteilles. C'est un label, entre guillemets, bio, qui n'est pas spécialement bio. D'ailleurs, donc, les résultats des analyses, c'était que la plupart de ces vins, y compris HVE, avaient des teneurs assez fortes en pesticides, voire en pesticides graves. Enfin, je dis graves pour ne pas citer cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, etc. Donc, elle a été attaquée par le CIVB, l'organisme des vins de Bordelais. Elle a été condamnée à 125 000 € de dommages et intérêts, enfin d'amende, je ne sais pas quel est le terme, mais pour dénigrement, c'est-à-dire avoir dénigré les vins de Bordeaux. Elle s'est battue comme un chien pour essayer de trouver cet argent parce que on lui a dénié le droit de faire appel avant. Enfin, il fallait qu'elle paye cette amende pour avoir le droit de faire appel, ce qui était une décision assez dure du juge, sans doute. Et elle a réussi à collecter cet argent grâce à une cagnotte. Et le CIVB a à nouveau attaqué en disant qu'elle n'a pas le droit d'utiliser cet argent, c'est interdit par la loi. Et il y a 2 semaines, les juges ont décrété qu'elle avait le droit et donc elle va pouvoir faire appel de cette décision, parce que cette dame, elle le fait de l'information, c'est-à-dire qu'elle a montré que tous ces vins qui se prétendaient environnementaux étaient plein de pesticides. Donc, elle fait quand même de l'information pour tout le monde. Grâce à des gens comme ça, on est mieux informés et on peut prendre aussi nos décisions de manière... moins de Bordeaux. Je pense personnellement, mais là ça m'engage un peu comme moi, que le Bordelais a mis un peu de temps à prendre la courbe du bio et de la diminution des pesticides ou des herbicides, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont des problématiques particulières de climat et puis aussi de rentabilité, parce que c'est très financiarisé et je pense que ça a joué. En tout cas, voilà des personnes qui vraiment agissent pour le bien commun. Je prendrai encore le cas de Amar. Ben, c'est pas Amar, c'est Karim. Karim, c'est celui qui a dénoncé de la pollution de ArcelorMittal. Avant Karim, personne n'avait osé attaquer ArcelorMittal en Moselle parce que c'est simple, c'est l'unique quasiment employeur du coin. Et puis, ils sont très, très puissants. Et Lakshmi Mittal, c'était quand même quelqu'un de très, très puissant. Donc, il a fait quelque chose. D'ailleurs, il ne s'en est pas rendu compte. Et je l'ai mis en premier parce qu'il a un peu fait tout fou, malheureusement pour lui. Il a vraiment eu du mal. Mais, résultat quand même incroyable. Il a montré l'exemple. Et depuis, il y a l'association des communes locales qui a
qui a attaqué C'est ArcelorMittal pour pollution de la rivière Fench qui passe là. Enfin, il a montré l'exemple et c'est quand même très, très incroyable que ce bonhomme, hein, à son échelle, il a réussi à faire ça. Voilà, je parlerai pas de tous les résultats de ces personnes, mais c'est vraiment important de considérer que dans tous ces cas, il y a eu des résultats positifs. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu... Et je dirais qu'il y a eu des résultats plus ou moins négatifs pour eux, donc des représailles, et tout dépend du type de lanceur d'alerte qu'on est. D'ailleurs, la prochaine fois, je ferai un petit graphique, parce que je le vois bien. Il y a les personnes rationnelles et il y a les personnes émotives. Eh ben, quand on est rationnel, lui, hyper rationnel, Raymond Avrier, c'est un lanceur d'alerte professionnel. Il a prévenu, alors c'est le scandale des sondages de l'Élysée sous Sarkozy, c'est lui. Récemment, il a parlé des autoroutes, mais il était déjà sur Superphénix. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé par le bien commun. C'est un écologiste et il est très, 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 très fort. Lui, il connaît toutes les lois, il sait comment solliciter la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, qui est obligée de nous donner les éléments d'information. Il connaît toutes les lois, il dit on a eu beaucoup de droits à partir de 1789, profitons-en. Et il est assez super. Donc lui, il représente un peu, d'ailleurs il est ingénieur de formation, et il est dans le spectre, il est évidemment rationnel et froid. Dans le spectre émotionnel et qui boue, ben oui, donc Karim, hein, qui a été obligé de polluer et qui a fait un témoignage qui a filmé la scène et qui l'a mis sur Facebook, et puis ensuite qui s'est enferré tout seul, alors que finalement il attaquait une des plus grosses boîtes en France. Donc il faut être... c'est bien, ça va me permettre, je te redonnerai la parole, hein, mais ça me permet un peu d'aller vers la fin. Il faut être dans une alerte extrêmement froid et calculateur, se dire que c'est un combat. C'est un combat pour faire advenir la vérité. Il faut choisir, vous avez vu, il y a plusieurs méthodes. Il faut choisir la méthode dont on se sent capable. Certaines familles ont été détruites par le choix, la situation de l'alerte. D'autres, non. Et donc, il y a quand même... il y a de la réflexion, de la stratégie et surtout extrêmement... Enfin, je vais vous projeter un document pour les conseils et je vais donner la parole à Marine pour son expérience personnelle. Ouais, moi, je me classerais plutôt dans les stratégiques, hein, très clairement. À chaque fois que j'ai choisi une chose, je l'ai réfléchi mûrement et je l'ai discuté. Et effectivement, comme tu vas le présenter sur la slide... s'il y a un conseil que moi j'ai à donner, c'est de bien s'entourer. C'est pas évident, hein. Choisir un bon avocat, choisir un bon conseil scientifique, quand on parle de médical, etc., et quand on n'est soi-même pas médecin, tout ça c'est très important. Donc moi j'ai su bien m'entourer, et quand j'affirme quelque chose face à des médias, c'est que j'ai du lourd derrière. J'arrive pas en disant ça, c'est ça. Quand je dis il y a un impact transgénérationnel sur la dépakine et les petits-enfants dépakine sont aussi affectés, c'est parce que derrière, j'ai les datas, et que j'ai récolté des datas et que je suis capable de fournir à l'Agence du médicament des cas et que je publie dans des revues scientifiques après parce qu'on ne me croit pas. Donc c'est quand même hallucinant que moi, en tant que patiente, qui n'y connais rien au départ, voilà, mais je travaille avec des médecins, des épidémiologistes et je prouve à chaque fois tout ce que j'affirme. Donc c'est pour ça aussi que je fais un petit peu peur maintenant à Sanofi, à l'Agence du médicament, c'est qu'ils savent très bien que derrière, s'ils ne font pas ce que je demande, il y aura moi aussi des représailles, c'est-à-dire que je les dénoncerai dans la presse sur l'inertie et sur le fait qu'ils ne font pas leur job, quoi, en fait. Donc souvent, d'ailleurs, je suis un peu la bête noire de tous ces gens-là parce qu'ils savent que si j'arrive et que je leur affirme quelque chose, c'est que derrière, j'ai de quoi l'étayer. Donc, oui, je sais pas. Donc voilà, moi, le conseil que je peux donner à un lanceur d'alerte, c'est qu'effectivement, il faut avoir une connaissance juridique pour effectivement faire attention quand on va médiatiser comme moi un combat. Il y a des mots à ne pas prononcer, il y a des choses à ne pas faire, et il faut être bien organisé, bien prêt. Alors, Marine, puisque on n'a pas tellement parlé d'eux, et c'est vraiment important, parce que ces conseils ont été écrits par la
MLA, la maison des lanceurs d'alerte, qu'en général tout le monde ignore l'existence. Il se trouve que Marine, tu en fais partie. Tu es toujours trésorière. Non, j'ai là aussi levé un peu le pied sur tout ça parce qu'il y a des choix à faire. Là aussi, stratégique, on ne peut pas être partout. Donc tu l'étais et tu connais bien. Tu peux nous dire un mot sur cette association ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2018, qui regroupe effectivement, qui vient en aide aux lanceurs d'alerte, qui a un service un peu juridique, qui vient en appui de demande. Moi je l'ai connu finalement en même temps qu'on s'est connu en 2020 en fait. C'est à ce moment-là que j'ai été approchée par la maison des lanceurs d'alerte. Et c'est vrai que ça peut être un soutien pour des gens qui débutent dans l'alerte parce qu'ils sont là pour apporter un soutien juridique, psychologique et puis des conseils effectivement. Et eux-mêmes font le tri des lanceurs d'alerte, ceux qui se disent lanceurs d'alerte, parce que tout le monde n'est pas lanceur d'alerte, comme tu l'as dit au départ. Et donc, il y a tout un travail pédagogique à faire avec ces personnes-là. Oui, la maison des lanceurs d'alerte, ça a été créé par énormément d'associations elles-mêmes, que ce soit Anticorps, que ce soit Transparency. Oui, c'est un résultat. Ce sont essentiellement des juristes. Ils sont là pour aider, conseiller. Et ils font un travail associatif alors que le défenseur des droits fait la même chose, est là pour orienter, aider les lanceurs d'alerte. Et a un rôle qui s'est beaucoup accru avec la dernière loi. Dans les conseils, rien que je ne vous ai déjà dit, s'informer et prendre conseil. On parle. Alors, moi, je pense que. Je suis intervenue devant des juristes, notamment d'entreprises, qui font de la compliance. Et je pense que ce qu'ils aiment dans cette BD, ou peut-être dans mon discours, c'est que, comme je ne suis pas juriste, je fais des grosses synthèses pour rendre ça clair, alors que eux, comme la loi, chaque mot compte et chaque alinéa et chaque détail compte, ils ne font jamais de synthèse. Et quand je demandais à la MLA, aux juristes, de me faire des synthèses, parce qu'il y a des synthèses dans cette BD, il m'arrivait des pages et des pages, et j'étais là, non, mais une synthèse, c'est maximum une page. Et voilà, donc les juristes, ils sont là pour être dans le détail d'un cas. On n'a pas du tout parlé des secrets, mais il y a tout un tas de choses, et notamment, on n'a pas parlé du fait qu'aujourd'hui, on a parlé de lanceurs d'alerte qui s'attaquent à des sujets de la société civile, mais pas des secrets d'État. On n'a pas parlé de Assange et de Snowden et de personnes de ce type-là. Parce que si vous voulez révéler des choses qui sont liées à la défense de l'État, là, même les plus à gauche et les plus engagés des juristes de la MLA, ils vont dire « Ah !» Surtout, n'y allez pas. C'est très, 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 très protégé, très difficile de raconter. Et il y a d'autres secrets en France, bien sûr, le secret médical, le secret des affaires qui vient un peu parfois en conflit. Bref, en tout cas, voilà, protéger son anonymat. Ça reste important tant que vous savez pas, tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, accumuler des preuves solides, rester sur le terrain des faits. La justice considère qu'il faut vraiment donner des informations tout à fait en lien avec le problème et pas divulguer d'autres choses qui soient pas dans le sujet, sinon elle risque de ne pas vous considérer comme un lanceur d'alerte. Et surtout, la justice déteste les exagérations, les insultes, etc. L'intérêt général, ça c'est très important. Il faut toujours défendre. C'est pas je dénonce le cas de mon enfant. Non, c'est pas ça. Il faut que ça ait un intérêt général pour plusieurs personnes. Sinon, ça n'est pas un lanceur d'alerte. Il défend son cas personnel. Ouais. Pour le cas de l'entreprise, ne pas être isolé. Il y a des gens qui sont protégés dans l'entreprise à d'autres titres que cette loi. Ce sont les personnes qui sont élues et représentants du personnel et autres. Et eux, ils ont capacité à aider sans être victimes de discrimination liées à ça. Donc, c'est des gens qui peuvent être contactés. Ils sont pas... voilà. Après, sur choisir le bon interlocuteur, ça c'était les paliers où est-ce que je préviens ma hiérarchie, est-ce que je préviens une autorité administrative ou est-ce que je préviens les médias. Et en cas de médiatisation, être très très discret. Combien de personnes ont eu leur vie bousillée parce que voilà, ils voulaient faire une alerte anonyme et se sont retrouvés finalement connus et reconnus. Donc ça c'est mes derniers conseils. Tu veux donner un dernier conseil ?
Non, mais je pense que tu as à peu près tout dit, et moi aussi. Donc, comme je vois que, je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle, on va laisser nos. Non. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il est 20h59 et qu'on avait dit à 21h, on laisse la parole au public. Comme la conférence est enregistrée, en fait, on va faire passer un micro pour que tout le monde puisse être bien entendu. Oui, merci pour cet échange très important. Alors, trois petites choses. La première, il y a un ouvrage, Les 12 lanceurs d'alerte femmes, qui sont impactés par la santé. Les femmes gèrent la santé dès la naissance de leur enfant, et y compris leur conjoint, qu'il faut emmener voir, consulter des fois qui traînent les pieds. Mais c'est vrai, les femmes vis-à-vis de la santé, et elles ont été citées dans un ouvrage, donc je vous le recommande. La deuxième chose, c'est les sachants. C'est vrai qu'on a des mandarins, on a des sachants qui considèrent que le simple patient est en incapacité. Alors, on est tous confrontés à la science. Dans l'affaire du Mediator, ce qui a marqué, ce qui a fait la différence, c'est enfin l'étude épidémiologique qui a enfin percé le plafond de verre. On ne voulait pas reconnaître les faisceaux, mais l'étude épidémiologique a remis les choses au clair. Il y a en effet mécaniquement un impact sur la prise du Mediator. La troisième chose, je donnerai à Marine un espoir au niveau juridique. J'étais à France Télécom, donc au CNET, et les syndicats ont lancé dans un premier temps un observatoire contre le stress et les conditions de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une politique vicieuse de dégagement. Et on a tout fait pour faire un stress au quotidien, régulièrement, qui a fait les conséquences mécaniques. Il y a eu au moins 50 décès, 50 suicides. Ce qui a fait qu'il y a eu un procès. Le PDG a été cité, ainsi que ses proches collaborateurs. Ils ont été condamnés. Ils ont fait appel, bien sûr, mais au niveau médiatique, une grande entreprise comme France Télécom, Orange, a été mis sur la sellette sur ses responsabilités. Alors maintenant, une proposition, la maison de lanceurs d'alerte est incontournable, mais peut-être qu'un observatoire à côté ou en son sein gagnerait plus d'audience par rapport au public, par rapport aux médias, parce qu'il y a de plus en plus d'observatoires en tout genre, mais qui ont une écoute. Donc, voilà ma proposition. Merci. C'est sûr qu'il y a des progrès à faire en matière d'écoute des lanceurs d'alerte. Et nous, je sais qu'on est un petit groupe aussi sur Signal où on échange parce que justement, c'est pas toujours facile d'être entendu. Donc, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, pour aider et accompagner les lanceurs d'alerte. Mais c'est pas facile, effectivement, à mettre en place parce que ça demande des moyens toujours pareils. Sur les moyens, en effet, l'Observatoire, normalement, c'est le défenseur des droits qui est chargé de ce sujet et qui doit, je pense, d'une part, collecter des statistiques et puis faire vivre ce sujet, se faire connaître, montrer qu'il est une ressource. Et dans sa grande générosité, la loi a accordé la création d'un poste de juriste. Donc, bon, voilà. Il y a des dispositions qui ont été dans le bon sens, et le défenseur des droits, c'est un peu ça, normalement. Sauf que, ils existent, on entend quand même parler du défenseur des droits, mais ils ont beaucoup de sujets, malheureusement, dans la société. Donc, peut-être quelque chose de plus précis. Je ne suis pas trop optimiste. Sur le rôle des femmes, vous voyez, sur cette couverture, il n'y a que 3 femmes. Alors, c'est déjà beaucoup parce que c'était pas si facile. J'ai eu des échecs, les échecs que j'ai eu pour avoir des femmes, j'ai eu aucun échec avec les hommes. Et par contre, les femmes sont plus réticentes à témoigner. Il y a beaucoup de femmes qui sont lanceuses d'alerte, et c'est vrai beaucoup dans les secteurs sociaux et santé. Mais j'avais entendu parler, j'ai vu ce livre, je l'ai consulté, mais il faut leur rendre hommage. Une des personnes qui a refusé de témoigner dans la BD après avoir dit oui initialement, s'appelle Ella Kerieff. Et c'est quelqu'un qui était aide-soignante dans le Sud pour une maison de retraite privée et qui, voilà, on sait maintenant avec Vincent Castanet qui a fait un travail de journalisme considérable.
à quel point la gestion de certaines de ces maisons de retraite était dure envers, envers les moyens humains, tout simplement, déjà, pour aider ces personnes. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'important. Je voulais vraiment avoir ce versant-là dans la BD, Ella Kériev, mais elle a eu tellement de soucis après avoir signalé à sa hiérarchie ce qu'elle trouvait de la maltraitance, etc. Elle a tellement de soucis qu'elle n'a pas trouvé de travail pendant longtemps et que je pense qu'elle a renoncé au fait de redevenir visible. Donc, voilà, les femmes, souvent, j'en ai parlé avec des journalistes, hein, souvent elles sont appelées et elles disent « Ah ben non, il faut que je rentre m'occuper des enfants ». Donc, à l'ère de la charge mentale, voilà, on sait qu'elles viennent moins sur les plateaux, non pas qu'elles soient moins compétentes ou moins actrices, mais elles ont moins de temps pour faire les choses autour. Elles n'ont pas trouvé le bon bonhomme alors, parce que moi, c'est lui. Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. Il y a d'autres... Qu'en est-il de la non-assistance à personnes en danger ? Alors moi, je botte en touche parce que je ne suis pas juriste et je ne serais pas du tout capable de faire une analyse comparée des notions. Moi, c'est ce qui m'a poussée à partir. Hein. C'est que j'avais le sentiment que si je dénonçais pas le scandale, c'était non-assistance à personne en danger. C'est ce que je me suis dit. Voilà, et c'est pour ça que je suis partie dans ce combat-là. Mais ne sachant pas vers quoi il me mènerait à ce moment-là, hein, c'est clair que j'ai petit à petit franchi, moi j'ai l'impression plutôt des étapes. En fait, j'ai réussi à faire la médiatisation, donc après je suis passée à des étapes supplémentaires. Mais pour revenir à ça, moi je ne peux plus revenir dans ma vie d'avant. Ce que j'ai vécu en tant que lanceuse d'alerte, c'est tellement d'une certaine manière énorme que je me sens un petit peu, entre guillemets, des fois asociale, dans le sens où je ne supporterais plus d'avoir un patron qui me dit qu'est-ce que je dois faire, parce que je l'enverrai sur les roses, quoi. J'ai claqué la porte de directeur général de la santé. J'ai rouspété très très fort, pour ne pas dire autre chose, contre des gens très puissants. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à supporter qu'on me dise ce que j'ai à faire, hein. Donc c'est vrai que du coup je me dis mais socialement voilà, je ne sais pas comment je pourrais me réintégrer, de faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Mon mari, je vois, il est chef d'établissement, il dirige un établissement, et quand je vois ce que fait le ministère de l'Éducation nationale en ce moment, je me dis dis donc comment tu fais pour appliquer ce qu'on te demande d'appliquer, quoi. Moi je pourrais pas, quoi. Donc voilà, ça m'a profondément transformée. Et puis, d'une certaine manière, je le dis souvent, j'ai ouvert une boîte de Pandore. J'ai vu comment ça se passait derrière le rideau. C'est effrayant quand tu t'aperçois qu'il n'y a pas de gendarmes du médicament, qu'en fait, ils agissent que dans l'urgence, les scandales sanitaires qui se succèdent. Eh ben, tu as très, très peur, quoi. Et donc, tu dis non, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à essayer d'agir au cœur du système, parce que sinon, ça va être catastrophique, hein, et on fait des rétropédalages. Voilà, donc... Non, j'ai aidé d'autres lanceuses d'alerte, comme le scandale des implants Essure, après aussi de l'androcure, les progestatifs. Donc j'ai aidé aussi beaucoup de femmes à créer leur association, et j'ai essayé de distiller un peu mes recettes, comment réussir. Mais voilà, après c'est aussi une conjoncture, c'est plein de choses, c'est beaucoup de travail surtout, beaucoup de travail. Je voulais d'abord vous remercier, mais ma question va plutôt se tourner vers Marine Martin. Je suis moi-même une enfant d'Epakine. Ma mère était sous traitement pendant toutes ses 4 grossesses. Malheureusement, c'est mon petit frère, le 4e, qui a subi les conséquences de ce traitement. Aujourd'hui, encore une fois, vous parliez des conséquences transgénérationnelles, donc pour mes enfants. C'est quelque chose qui m'inquiète énormément, ce qui est normal. Et quand j'ose en parler à des médecins, souvent, je me prends une porte. Souvent, on me dit que ça n'est pas avéré, que ce n'est pas la dépakine qui a rendu mon petit frère malade, et qu'il n'y a pas aucune chance que mes enfants soient atteints. Mais souvent, en tout cas, 90% des médecins que j'ai vus m'ont dit que c'était pas avéré, et que en gros je disais des mensonges, quoi.
Voilà, ça c'est quelque chose qui me révolte. Et depuis le début, moi, à l'époque, quand j'ai donc voulu faire diagnostiquer mon fils, ça a été très très compliqué, parce qu'on me disait ça n'existe pas non plus. Pourtant, il y avait de la littérature scientifique. Donc déjà, j'ai dû beaucoup chercher pour trouver un généticien, puisque ce sont les généticiens qui posent le diagnostic, qui accepte de signer la feuille, parce qu'il savait que derrière, il y aurait des procédures judiciaires et que son nom apparaîtrait en disant que la dépakine était responsable du handicap de mon fils. Donc ça a été déjà d'une certaine manière courageux, et à un moment donné, je n'en avais que 2 dans toute la France qui acceptaient d'écrire ça. Pour l'impact transgénérationnel, c'est simplement parce qu'à force de recevoir des appels d'enfants dépakines qui étaient devenus majeurs, qui à leur tour avec des enfants, qui présentaient des malformations et des troubles neurologiques comme dans la première génération, que j'ai commencé à faire un lien, et surtout j'ai trouvé des éléments scientifiques, c'est-à-dire qui disaient que la dépakine était mutagène et reprotoxique. Elle modifie l'enveloppe de l'ADN. Donc c'est de l'épigénétique. Donc aujourd'hui, si on cherche, et la littérature scientifique, je peux la donner, elle existe. Ils ont essayé d'utiliser la dépakine pour soigner des cancers, parce qu'ils se sont aperçus que le valproate de sodium avait la propriété de réveiller des gènes fainéants, donc d'aller modifier l'épigénétique. Donc oui, à leur tour, les enfants exposés in utero à la dépakine, même quand ils ne sont pas très atteints, sont susceptibles de transmettre des malformations et des troubles neuraux. Mais encore une fois, on me prend pour une folle. Donc quand ça s'est passé, parce que moi j'ai demandé, je suis allée voir Agnès Buzyn à l'époque, et je lui ai dit, bon ben voilà, moi j'observe ça, il faut que vous mettiez de l'argent à l'INSERM dans des projets de recherche. Et ils ont pris soin de m'écarter. Ils se sont réunis entre scientifiques et tout. Il y en a qui ont eu des millions d'euros. Et à aucun moment, ils ont pris mes datas, que moi, j'archive scrupuleusement depuis des années et des années. Et en fait, ce qui s'est passé lors d'une des réunions, c'est que le directeur de l'INSERM, il m'a dit « Mais Madame Martin, vous n'avez qu'à publier vos données ». Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. La moutarde m'est montée au nez. Et je me suis dit « Ça y est, il me prend encore pour une abrutie de patiente. Je vais le faire, je vais publier ». Et là, je suis allée voir une revue américaine, Birth Research Effect, avec des médecins épidémiologiques, et j'ai publié. Et après, l'Agence du médicament est revenue vers moi en disant « Madame Martin, quelle a été votre méthodologie de travail ?» Très bien, je vais vous expliquer. Et là, maintenant, ils ont déclaré, c'était en 2023, les cas à la pharmacovigilance. Donc, les cas existent. Tu peux dire aux médecins, je suis désolée, l'ANSM, l'Agence du médicament, a recensé les cas d'impact transgénérationnel. Ils ont quand même débloqué des fonds pour embaucher une chercheuse pour déclarer les cas. Et aujourd'hui, c'est silence radio. Ça fait 6 mois que j'en entends plus parler. Et parce qu'en gros, voilà, ils devraient publier, ils devraient faire état de ça. Et ils n'en parlent pas. Parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire qu'il va y avoir une génération suivante à indemniser. Ça veut dire quoi ? Des millions. Et donc, non, on n'a pas envie que ça se sache, parce que derrière, il va y avoir une machine à indemnisation qui va être encore en route. Ah ben, à l'heure qu'il est, on demande plutôt aux Français de se serrer la ceinture. Et voilà, donc là encore, il va falloir que je revienne à la charge, que j'aille faire témoigner des familles pour dire hey, regardez, les petits-enfants des dépakines, ils sont là. Les petits-enfants des dépakines, ils demandent à être indemnisés, etc. Allez voir les parlementaires pour essayer de faire modifier le fonds d'indemnisation et d'inclure les petits-enfants. Mais tout ça... Pareil, enfin moi j'ai les dons et adhésions des familles, un petit peu d'argent du ministère de la Santé, de quelques mairies qui me donnent 3 sous. Je vis avec 50 000 balles pour la sauce à l'année, quoi. Donc c'est ridicule au regard d'associations ou de laboratoires. Donc c'est vraiment David contre Goliath, quoi. C'est très difficile, mais je lâcherai rien, parce que j'ai une fille qui a 25 ans, qui aujourd'hui se demande si un jour elle sera maman, Voilà, donc je me dois de répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des recherches pour d'autres molécules, pour trouver d'autres molécules quant à l'épilepsie qui serait moins... Alors justement, il y a des années, quand la première fois j'ai rencontré l'Agence du médicament, j'ai dit donc la dépakine, et moi je me posais encore la question d'être maman, et je dis mais donnez-moi le nom d'un antiépileptique qui ne soit pas tératogène, donc phétotoxique. Et on m'a dit il n'y en a pas. J'ai dit mais il faut le dire aux femmes. Non, on ne peut pas leur dire, elles vont avoir peur. Voilà ce qu'on m'a répondu. Et j'ai dit moi c'est hors de question. Donc mon combat aussi, c'est de dire de progressivement
j'exige de l'Agence du médicament qu'elles affichent le pourcentage de toxicité sur chaque médicament antiépileptique. Et pour effectivement obtenir un espèce de classement du plus dangereux au moins dangereux. Et que ça, justement, guide les prescripteurs à d'abord prescrire le moins dangereux. S'il ne marche pas, ben on essaye un autre médicament, etc., etc. Mais c'est un combat. Donc j'ai fait interdire l'Epitomax, qui est un anti-épileptique et un anti-migraineux, dont la molécule active est le topiramate. Là, j'étais en train de faire... normalement, devrait sortir l'interdiction aussi pour le Tegretol, mais pareil, j'ai fourni les données, etc. Ça ne bouge pas au niveau de l'agence. Il y a une inertie qui est insupportable. Et voilà, leur argument principal, c'est « Oh là là, mais ça va faire peur ». Et puis, vous avez entendu le président, des réarmements démographiques, il faut faire des enfants. Hein. Donc, on ne va pas faire peur aux femmes enceintes, etc. Et on ne va pas moins vendre de médoc. Donc, tout ça, ça fait que c'est compliqué. Et pourtant, moi, l'industrie pharmaceutique est aussi puissante que l'industrie du tabac ou de l'alcool. Hein. Donc, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, les femmes enceintes prennent trop de médicaments et c'est pour moi un sujet de santé publique majeur. Et il faut que les femmes le sachent. Et moi, j'exige des campagnes d'information sur tout ça. Il n'y a rien qui sort. Hein. Parce que, encore une fois, l'industrie pharmaceutique est très puissante et brasse beaucoup plus d'argent que des hommes politiques. D'ailleurs, c'est régulièrement que quand même les hommes politiques font la promotion d'un vaccin contre le Gardasil, des machins, des trucs qu'ils imposent dans l'éducation nationale. Enfin voilà, des choses comme ça. Voilà. Hein, donc c'est compliqué mais je lâcherai rien et je continuerai à essayer de... Donc il n'y a pas toujours d'alternative. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternative qu'on ne doit pas donner une information à la patiente. C'est le consentement éclairé, la loi de 2002. On doit donner l'information. Après, chaque femme, chaque couple décidera en toute connaissance de cause, c'est ce que je dis. Voilà. Et il y aura sûrement des évolutions sociétales aussi à l'avenir. Voilà, ça ouvre d'autres débats. Bonsoir. On parle des enfants de la dépakine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel horizon on peut espérer que la décroissance des effets de la dépakine ne soit plus suffisamment délétère pour dire voilà, ça ne concernera plus les enfants de la dépakine ou les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Moi, ce qui m'intéresse, est-ce qu'on a de la visibilité par rapport à ça ? Pas trop, parce que les enfants de la dépakine, les plus âgés, ils ont une quarantaine d'années, voilà. Et la plupart d'entre eux n'ont pas de descendance, parce qu'ils sont souvent trop handicapés pour avoir rencontré un conjoint et formé à leur tour une famille. C'est pour ça que mon étude ne portait que sur 128 cas ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'ai pas encore non plus assez de recul. Et après, malheureusement, comme je suis la seule à chercher... ça risque d'être un peu... Non, au final, j'ai quand même obtenu, dans les chercheurs de l'INSERM, là, qui ont dégoté des millions d'euros, ils sont en train d'observer l'impact transgénérationnel sur le poisson zèbre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je suis en contact avec le chercheur de l'INSERM. Voilà. Donc, mais pas avant quelques années, ça c'est sûr. J'ai fait le plus vite possible, mais malheureusement, mes moyens sont limités et je ne suis pas tellement entendue des pouvoirs publics. Bonsoir. Ma question, comment nous, en tant que victimes, on peut aider les lanceurs, justement, les lanceurs d'alerte? Comment on peut les aider? À part financièrement, bien sûr. À part financièrement, parce que je sais qu'on peut aussi aider par les associations avec des dons et tout ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de les aider? Je pense que l'association, c'est vraiment le bon cadre. Je ne sais pas... Vous pensez est-ce que vous avez une idée en tête quand vous dites victime Je ne sais pas, par des témoignages, par exemple. Non, mais est-ce que vous avez un type de cas spécifique en tête que je me visualise À part la dépakine. Pour aider La dépakine, c'est principalement l'association APESAC.
Ah bien sûr, et grâce à nous, vous payez moins d'impôts. Hein. On est reconnu d'intérêt général et donc quand vous donnez 100 € à la PESAC, vous payez 66 € d'impôts en moins. Voilà, donc j'encourage à faire des dons. C'est ça qui me permet effectivement de faire des projets de recherche ou d'essayer d'avoir un financement pour employer des personnes qui vont rechercher. Hein. Voilà, c'est principalement ça qui peut m'aider, quoi. Et après, répondre aux enquêtes que quelquefois je fais passer par rapport aux familles. Par exemple, quand j'ai fait cette enquête sur l'impact transgénérationnel, il y a des familles qui ont accepté que je donne les données et puis d'autres pas, ou qui n'ont pas répondu à mes sollicitations, mes emails, parce que je demandais l'accord, en fait, pour transmettre les données que j'avais à l'agence du médicament, pour que l'agence du médicament, éventuellement, rappelle les familles et leur demande des éléments complémentaires, quoi. Il y a parfois comme pour Karim Ben Ali, ce chauffeur routier, il y a parfois des cagnottes qui se mettent en place, voire des personnes qui spontanément proposent d'aider. Donc ça passe pas forcément par des associations, ça peut être une aide financière, même si on l'a pas dit, mais la nouvelle loi prévoit en cas de procès des possibilités d'aide, de subsides pour frais de justice. Voilà, il y a un peu plus d'aide qu'avant, mais effectivement, ça peut être des aides financières. Et puis, c'est aussi de reconnaître. C'est rare qu'on connaisse un lanceur d'alerte parce que c'est quand même pas des cas très très fréquents, mais de pas les lâcher. Moi, tous les lanceurs d'alerte m'ont dit. En fait, on est une espèce vraiment, pas en voie d'extinction, mais extrêmement menacée. Donc, il faut vraiment nous aider. Et quand on voit comment ils sont lâchés en général par leur environnement, leurs collègues, etc., c'est aussi d'avoir un peu de courage. Moi, il y a beaucoup de bénévoles aussi. Hein. J'ai besoin de bénévoles qui travaillent avec moi. Heureusement qu'il y a 2-3 personnes, mais on n'est pas très nombreux. Hein. Sur la durée, ça fait 10 ans. Il y en a beaucoup qui m'ont laissé tomber. Hein. Donc, les bénévoles, elles travaillent au quotidien, déjà dans la gestion même des réseaux sociaux, dans la sollicitation des élus, comme je l'ai dit, pour aller solliciter ces députés, ces sénateurs en disant voilà, il faut faire ça, il faut faire avancer, il faut inclure les enfants d'Epakine dans le dispositif Alloniam, puisque maintenant j'ai aussi révélé que chez l'homme, c'était aussi toxique pour le sperme et que ça se transmettait par l'homme. Voilà, j'essaye de faire changer la législation pour inclure les enfants des hommes dans le dispositif d'indemnisation. Donc tout ça, ça peut être par des simples témoignages aussi dans la presse pour signaler que vous n'êtes pas il n'y a pas que Madame Martin, il y a plein d'enfants partout en France et que c'est en portant ça dans les médias que finalement ils se disent oh là là, c'est plus possible, quoi. Et donc, ça peut être de différents moyens. Après, si vous avez des compétences particulières en informatique, j'ai toujours besoin de choses. Il y a plein de manières de m'aider. Hein. Si vous avez des compétences, je suis toujours preneuse. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que sans vous, ma fille, elle n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Parce que vraiment, ce que vous avez fait, à partir de là, ça a été on va dire le déclic, voilà, parce que on est beaucoup dans le déni en tant que parents. C'est dur, et vraiment, je tenais vraiment à vous remercier parce que je sais que c'est très difficile parce que on culpabilise en tant que maman. On s'est dit j'ai pris le médicament, c'est moi qui ai empoisonné mon enfant et alors qu'on savait pas et qu'on pouvait pas savoir parce qu'on fait confiance à des gens qui ont fait 8 ans de médecine et qui nous disent qu'il n'y a pas de danger, quoi. C'est normal. Exactement. Et puis voilà, après, depuis, j'ai pu m'occuper de ma fille comme il se doit. Et maintenant, elle étudie, elle est dans le développement web. Et justement, si vous avez besoin d'elle pour votre site ou des trucs comme ça, au moins vous aurez... merci, avec grand plaisir. Une future développeuse web qui avance très bien. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et avec grand plaisir. Merci. Voilà. Bonjour Hamza. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Et vous nous avez déjà contacté, je suppose, l'association, d'accord. Et vous avez fait une demande de réparation à l'ONIAM? Oui, c'est en cours? Bon, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Tu peux dire un mot sur l'action de groupe? Oui, on a fait changer la loi pour rendre possible l'action de groupe en matière de santé. C'était possible pour les téléphones portables, pour d'autres choses, mais pas pour les victimes de médicaments, d'accidents, ce qu'on appelle sériels.
Et effectivement, l'APESAC a été la première association en France, la seule, à gagner une action de groupe. Et on a fait condamner le laboratoire à verser à l'APESAC 120 000 € pour défaut d'information. Enfin, voilà, et on a reconnu que notre action était recevable. Et c'est vrai que c'est une grande victoire parce que ça ne s'était jamais fait en France. Et que, voilà, aujourd'hui, il y a eu 8 000 victimes, mais il faut attendre. Sanofi a fait appel. C'est l'APESAC, c'est uniquement l'association. En fait, il faut attendre qu'il y aura l'appel, la cassation. C'est uniquement après l'épuisement de tous les recours que les familles pourront déposer leur dossier individuel. Donc c'est la limite de l'action de groupe telle qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis aussi en train de travailler avec des parlementaires pour essayer d'améliorer ce dispositif. Voilà, c'est l'action de groupe, elle est portée par l'association. Donc les frais de justice, c'est l'association qui les paye. Ça permet à tout le monde oui, voilà. Sachant qu'il y a aussi le fonds d'indemnisation qui est là et qui permet normalement, sans avocat, d'aller demander réparation. Mais je conseille toujours de prendre un avocat parce que là aussi, ils sont quand même très retors, l'ONIAM, et ce sont des comptables, donc moins ils donnent d'argent, mieux ils se portent. S'il n'y a plus de questions, nous allons terminer là. Alors, vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter la bande dessinée et demander une petite dédicace. Donc voilà, en fait, ça va se faire ici. Juste pour vous rappeler que dans les médiathèques, en fait, vous allez trouver différents types de conférences. Il y en a sur l'intelligence artificielle, le 30 novembre. Vous allez en avoir une le 29 novembre autour des ressources en eau, une conférence gesticulée qui aura lieu à la médiathèque Horloge. Vous allez avoir également une autre en soirée sur l'art en milieu carcéral et une rencontre assez importante en fait, et à laquelle on tenait avec un auteur, Mathieu Palin, qui écrit sur les hommes violents, en fait, les violences envers les femmes. Et donc ça sera le 21 novembre, en soirée aussi. Donc, merci. Merci à tout le monde.